Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour parler du trouble déficit d'attention et d'hyperactivité de l'adulte, qui est une spécificité en soi et qui est un petit peu différent du TDAH chez l'enfant. On va voir en quoi est-ce qu'il est un peu différent. Donc, je vais m'attarder un bon moment sur quelles sont les spécificités symptomatiques du TDAH chez l'adulte. C'est pas complètement évident, et puis j'ai cru comprendre pas mal de pédopsychiatres ou de personnes qui se chargent, en tout cas qui prennent en charge des enfants et des adolescents, et puis vous verrez que par rapport à cette population-là, chez l'adulte, les symptômes sont relativement différents, ou peuvent s'exprimer de façon un peu plus compliquée ou plus complexe que chez l'enfant. On va regarder ça ensemble. Alors, avant tout, juste pour vous rappeler, ça vous le savez bien, que le TDAH, ça reste très controversé. Alors déjà chez l'enfant, mais alors chez l'adulte, c'est encore pire. C'est un trouble qu'on a de la peine à considérer comme quelque chose qui est une entité en soi psychiatrique et qui peut poser un handicap à des adultes. Il y a plein de littérature qui sortent sur est-ce qu'on est tous hyperactifs, est-ce que les étudiants à l'université ont vraiment besoin de Ritaline pour se concentrer ou pour rester en place. J'ai choisi cette une de la Tribune de Genève, qui n'était pas une, mais qui était une deuxième page de la Tribune de Genève. La Ritaline s'impose parmi les salariés et les étudiants. Il y avait même un commentaire que je n'ai pas mis, mais d'un des lecteurs de la Tribune qui dit « Dis donc, cette Ritaline qu'on donne à tous ces étudiants, c'est n'importe quoi. Ces gens n'ont qu'à faire un effort pour travailler et ils y arriveront. » De toute évidence, ce lecteur de la Tribune n'avait pas de TDAH, tant mieux pour lui. Mais ça reste quelque chose de vraiment stigmatisé, hein, plus que chez l'enfant encore. On a beaucoup tendance à les diagnostiquer sur d'autres troubles que le TDAH, et on va voir que c'est quand même un trouble qu'il faut savoir diagnostiquer parce qu'il y a des traitements qui marchent bien et qu'on peut considérablement aider ces personnes. Alors, évidemment, le TDAH, ce n'est pas quelque chose de récent, ça vous avez, pour ceux qui étaient déjà venus, c'est une slide que j'ai déjà présentée, mais je la représente pour vous montrer que ce n'est pas un trouble à la mode. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître et qu'on a découvert chez l'adulte il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. C'est quelque chose qui existe depuis le XVIIIe siècle. On a eu des descriptions au XVIIIe siècle d'enfants et d'adultes, attention, hein, qui présentaient des symptômes très typiques de TDAH. Et on a par la suite fait les premières descriptions réelles cliniques, c'est vraiment dans les années 70, où on a pu décrire pour la première fois, puis avec le DSM-3, des descriptions d'adultes souffrant de TDAH. Et avec 1976, les premiers essais en fait, de méthylphénidate chez le TDAH adulte, montrant l'efficacité de ce traitement chez l'adulte comme chez l'enfant. Et puis ce n'est que très récemment, hein, c'est vraiment à partir de 2013 avec le DSM-5 qu'on a vraiment une classification internationale qui reconnaît la possibilité de poser un diagnostic de TDAH chez l'adulte. Avant, on le faisait un petit peu par extension dans le DSM-4, ce n'était pas quelque chose qui était complètement autorisé. À partir du DSM-5, et puis avec la pression évidemment des cliniciens qui se sont dit mais c'est quand même un trouble qui ne s'arrête pas à l'âge de 18 ans ou à 16 ans, mais qui évidemment se perdure à l'âge adulte, qu'on a vraiment été autorisé, stricto sensu, à poser un diagnostic de TDAH chez l'adulte. Puis en 2016, il y a des publications de Moffitt et collaborateurs, qui c'est l'équipe de CASPI à Londres, et puis d'autres auteurs qui ont pu répliquer ces datas, qui se posent la question en fait de ce qu'on appelle l'adult onset ADHD. Donc c'est l'apparition de TDAH à l'âge adulte, sans existence de TDAH dans l'enfance. Alors ça c'est très intéressant. C'est des études qui ont été extrêmement bien menées, hein, prospectives. On a eu des enfants depuis tout petit, où on a suivi ces enfants. Alors c'est des études controversées. Toujours est-il, cette question reste hein, de l'adulte onset ADHD. Je pense qu'on va avoir des publications qui vont apparaître dans les années qui viennent, et c'est quelque chose qu'il va falloir suivre attentivement, parce que ça va être un sujet, je pense, assez chaud dans le domaine du TDAH. Alors, que nous dit l'épidémiologie et l'étiologie du TDAH chez l'adulte ? Alors, on sait que chez l'enfant, c'est 5 à 7%, grosso modo. Hein. Ça dépend, on va dire plutôt entre 4 et 8% chez l'enfant. Ce qu'on sait depuis maintenant bien longtemps, c'est que ça persiste chez l'adulte dans la grande majorité des cas. 60 à 70% des cas, ça persiste chez l'adulte. Donc on a une prévalence assez importante hein, en population générale qui est autour de 4%, voire 5% selon certaines études. On voit que c'est indépendant du socio-économique, du genre, etc. Grosso modo, où on se trouve dans le monde, on a à peu près les mêmes prévalences. Donc ce n'est pas quelque chose qui est économiquement, comment est-ce qu'on peut dire ça,
prédéterminé ou qui n'est pas influencé par le niveau socio-économique. Ce qu'on peut parfois entendre, ce n'est que les pays riches qui ont des TDAH, ce n'est que dans les pays où on a une forte pression universitaire et autres qu'on va avoir des TDAH adultes. C'est pas vrai, on les trouve partout à peu près de façon équivalente dans le monde. Chez l'enfant, on a un ratio qui est essentiellement en faveur des hommes en comparaison des femmes, c'est un ratio 5-1. Probablement des biais épidémiologiques. Ce qu'on pense, c'est que les femmes sont sous-détectées, en fait, ou les filles, pas les femmes, mais les filles dans l'enfance, sont sous-détectées en comparaison des garçons, possiblement parce que les garçons ont une expression qui est plus hyperactive et plus impulsive, donc ils bougent plus, ils sont plus dérangeants en classe. Ils vont être beaucoup plus vite amenés à consulter des pédopsychiatres et autres, alors que les filles vont être plutôt à tendance rêveuse ou dans la lune et vont être mises de côté. Et puis ça dérange moins et donc on va moins s'intéresser à elles. Et donc c'est possible, en tout cas c'est ce que nous proposent beaucoup d'auteurs sur la littérature chez l'enfant, que ce ratio est en fait faux et qu'on aurait probablement un ratio égal entre mes filles, ce qui semble, en tout cas chez l'adulte, c'est comme ça que ça se passe. On a autant d'hommes que de femmes, le ratio est à peu près équivalent. Nous, dans notre consultation, c'est un peu ce qu'on a. On a à peu près le même taux ou le même pourcentage de femmes que d'hommes. Et ce ratio s'équilibre parce que possiblement les femmes, plus tard, viennent d'elles-mêmes consulter pour des difficultés de concentration, des difficultés à suivre ou des cours ou à faire des tâches administratives au travail ou à la maison, se plaignant de ça, et elles viennent équilibrer le ratio qui est en défaveur des femmes, enfin des filles dans l'enfance. Qu'est-ce qu'on a comme type de présentation? Alors j'ai mis mixte, mais en fait c'est combiné, la traduction du DSM-5. Donc ça, c'est les prévalences enfin, c'est le pourcentage de différents types ou présentations, comme on les appelle maintenant, de TDAH à l'adulte. Donc on a une majorité de personnes qui ont un type mixte ou combiné, ou une présentation mixte ou combinée, avec en deuxième place des personnes qui ont des déficits attentionnels, et en troisième, l'hyperactivité et impulsivité. Chez l'enfant, c'est pas comme ça. On a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré entre les trois variantes. Et cette raison est que l'hyperactivité et l'impulsivité, ou en tout cas ces domaines-là, semblent s'intérioriser avec l'âge. On a une disparition, grosso modo, ou une atténuation de la symptomatologie hyperactive impulsive avec l'âge. Pourquoi? Il est possible que la pression sociétale fait que ces enfants, petit à petit en grandissant, vont apprendre à rester en place, vont apprendre à ne pas parler tout le temps quand on est en réunion, quand on est en cours. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas le mal-être de ne pas bouger ou qu'ils sont tout à fait tranquilles sur une chaise. Ils vont avoir une intériorisation de cette hyperactivité ou de cette impulsivité. Ils vont avoir des manifestations qui sont beaucoup plus subtiles, du type taper sur une table ou bouger la jambe comme ça, ou devoir sortir d'une réunion qui est ennuyeuse en trouvant des excuses comme mon attel qui sonne ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou jouer sur leur attel continuellement dès qu'il y a un cours ou quelque chose qui est embêtant. De même que l'impulsivité, c'est la difficulté à restreindre un comportement ou des réactions émotionnelles, bien ils vont pouvoir l'intérioriser. Ça ne veut pas dire que pour autant, ils ne vont pas ressentir la colère et puis que ça ne bouillonne pas en eux. L'hyperactivité va aussi s'intérioriser chez les personnes adultes. On a beaucoup d'adultes qui vont dire « moi j'ai un flux de pensée incessant dans la tête, ça tourne tout le temps, je ne peux pas me poser, j'ai de la peine à me relaxer ». L'hyperactivité va prendre cette forme chez l'adulte, c'est pour ça que c'est moins manifeste et qu'on va avoir une augmentation en fait, des symptômes attentionnels. Si mon hyperactivité, le fait que je bougeais tout le temps auparavant, je dois l'intérioriser et je dois me forcer à rester tranquille, je ne vais pas arrêter d'y penser et ça va se manifester sous forme de déficit attentionnel chez l'adulte. D'accord. Ce qu'on voit aussi avec l'âge grandissant, c'est le nombre, et ça j'y reviendrai, mais c'est l'augmentation en fait, des comorbidités psychiatriques. Parce qu'en fait, ces patients souffrent, ces personnes sont en difficulté, et petit à petit, on va avoir une augmentation de troubles comorbides, comme les dépressions, troubles anxieux, on peut avoir aussi des symptômes psychotiques et autres qui peuvent apparaître avec l'âge. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on a aussi cette augmentation en fait, des déficits attentionnels et surtout une forme combinée à l'âge adulte. Alors, dans l'étiologie, ce que l'on sait comme facteur étiologique du trouble, ça je vais brièvement aborder ça, mais c'est surtout un trouble qui a une héritabilité forte. On connaît, c'est un des troubles psychiatriques, voire le trouble psychiatrique pour lequel on a la plus grande héritabilité.
Hein, vous avez ici une publication qui a été faite dans Nature Genetics en 2013. Elle a été répliquée récemment. On voit que ADHD est le trouble qui a la plus forte héritabilité. Il faut être attentif à ça parce que ça veut dire que très certainement, quand vous avez un patient qui a un TDAH, il y en a forcément c'est un peu fort, mais il y a de fortes chances que quelqu'un d'autre dans la famille souffre d'un TDAH, en tout cas d'apparenté biologique. D'autres facteurs de risque sont les facteurs qui sont essentiellement périnataux. On a beaucoup de facteurs périnataux qui sont des facteurs de risque que vous devez chercher aussi à l'âge adulte pour poser un diagnostic. C'est l'âge, c'est la prématurité, c'est l'exposition à des facteurs, on va dire, délétères pendant la grossesse. Alcool, cigarettes, l'exposition à des antidépresseurs ont été incriminés dans le développement du TDAH. Et puis on a aussi le faible poids, par exemple, à la naissance, et d'autres facteurs, on va dire, environnementaux à la naissance. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais un autre facteur qui semble être responsable de la persistance, par contre, du TDAH à l'âge adulte, et c'est de plus en plus investigué actuellement, c'est les maltraitances, c'est un terme un peu fort, mais peut-être les négligences émotionnelles chez l'enfant. C'est le fait qu'on ne porte pas suffisamment attention à l'enfant sur ses symptômes d'hyperactivité, déficit d'attention, qu'on vient à finalement l'exclure, à ne pas considérer ses difficultés. Et il semblerait que ça soit un facteur de risque qui favorise la persistance du TDAH à l'âge adulte. Dans les facteurs étiologiques également, vu que c'est quelque chose de très génétique, on a eu beaucoup d'études de neuroimagerie qui ont été faites pour le TDAH, chez l'adulte entre autres, et chez l'enfant, mais surtout chez l'adulte, où le système dopaminergique a été mis en cause, de façon pas si étonnante, hein, vu que la plupart des traitements de type Ritaline, Focaline, Concerta et autres sont des inhibiteurs de la recapture de la dopamine, donc augmentent le niveau de dopamine. Donc on pense qu'il y a une dérégulation du système dopaminergique dans le TDAH. Et puis il y a plein d'autres systèmes qui ont été mis en cause, mais ce n'est pas tellement le sujet de la présentation aujourd'hui. Dont une hyperactivité en fait, de zones profondes qui sont mal contrebalancées par un dysfonctionnement, un hypofonctionnement de zones frontales ou antérieures du cerveau. Alors, on va venir au corps du sujet de ce soir, c'est comment est-ce qu'on fait un diagnostic chez l'adulte. Alors, je vais revoir avec vous, ça peut être un peu rébarbatif, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de passer un petit moment à voir quels sont les symptômes et comment est-ce qu'on fait ce diagnostic chez l'adulte. Alors tout d'abord, il y a des critères DSM-5. On ne va pas les lire, mais il y a 9 critères attentionnels et il y a 9 critères hyperactifs impulsifs. Qui sait combien de symptômes il faut chez l'adulte pour souffrir d'un TDAH? Combien? Non, 5. D'accord. Chez l'enfant, c'est 6. Chez l'adulte, c'est 5. Alors, c'est soit 5 attentionnels, soit 5 hyperactifs impulsifs, soit les deux. D'accord, je peux avoir et 5 critères attentionnels et 5 critères hyperactifs impulsifs. Donc, je vais y revenir, mais c'est ici. Hein, pour les adolescents les plus âgés et les adultes, donc 17 ans et plus, il faut 5 symptômes et pas 6. Ça, c'est déjà une différence importante par rapport à l'enfant. Hein. Donc, on a été, et ça a été une grande discussion lorsqu'ils ont mis en place le DSM-5, savoir est-ce qu'on conservait le 6 ou 5. On s'est rendu compte que c'est quand même plus proche de la clinique de considérer 5 symptômes, parce que parfois c'est difficile de les mettre en évidence chez l'adulte, et que quelqu'un qui a 5 symptômes est déjà suffisamment handicapé et on peut considérer qu'il souffre d'un TDAH. Les autres raisons, enfin les autres symptômes ou autres grands domaines qu'il faut avoir en tête, c'est la persistance. Donc pour poser un diagnostic de TDAH à l'âge adulte, il faut que le trouble persiste pendant au moins 6 mois, ou en tout cas dans les 6 derniers mois qui précèdent votre évaluation. Et qu'il faut qu'il y ait plusieurs symptômes. Alors, il ne précise pas le nombre de symptômes. Hein. On n'est pas obligé de pouvoir poser un diagnostic de TDAH dans l'enfance. Mais il faut en tout cas qu'on puisse retrouver une partie des symptômes ou de ces 5 symptômes dans l'enfance avant l'âge de 12 ans. C'était dans le DSM-4, vous savez quel âge j'étais? 7 ans. D'accord? Donc ça, c'est aussi une modification conséquente. On s'est rendu compte que c'était quand même difficile de parfois retrouver les symptômes avant l'âge de 7 ans. Et dans le DSM-5, donc ils ont mis ce cut-off à 12 ans. Évidemment, maintenant, ça risque de changer encore dans les prochaines versions, parce qu'avec cet Adult Onset ADHD possible. Il faut que le trouble ait un handicap, donc il interfère avec le fonctionnement, et puis qu'il réduit la qualité du fonctionnement social, scolaire ou professionnel, d'accord, et que ce handicap soit associé à un impact dans au moins 2 situations.
donc, ou plus, donc 2 situations de la vie de la personne, ça peut être la maison, le social, le familial et autres. D'accord ? Donc ça, c'est un peu la base pour poser un diagnostic de TDAH chez l'adulte. Alors les symptômes, on va les voir. Alors il y a les symptômes attentionnels et les symptômes hyperactifs impulsifs. Alors l'attention. Alors le premier symptôme, c'est la difficulté à prêter attention à des détails ou faire des fautes d'inattention. Donc le travail peut être pas précis, c'est des erreurs qui peuvent être commises au travail, à la maison. Là, je vous ai mis cet exemple ici où on empaquete une bouteille de Pepsi avec des bouteilles de Coca-Cola. Je vous imagine la personne qui a fait ça risque de se faire virer quand même. Ou typiquement chez l'adulte, ça va être la difficulté à lire des consignes de façon attentive. Un patient typique TDAH va vous dire « mais moi quand j'ai une armoire Ikea ou un meuble Ikea à monter, je ne lis jamais la consigne, je sors le truc, je monte d'un coup et c'est après que je me rends compte qu'il fallait mettre la plaque à la fin. » J'en vois certains qui rigolent. Ça. Alors, ça, c'est typique d'un TDAH. Ça ne veut pas dire que vous avez un TDAH pour autant. Mais c'est extrêmement difficile pour un TDAH de se dire « je vais ouvrir ces consignes-là, les lire et passer et faire étape par étape ». C'est hyper simple de monter un meuble Ikea. J'y vais, je me lance. Et puis, généralement, ça foire. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple typique de difficulté à suivre des consignes ou à être grosso modo négligent chez une personne TDAH. C'est un exemple de ce que vous pouvez chercher chez l'adulte. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que petit à petit, les enfants peuvent être très attentionnels, avoir de la peine à porter attention aux détails ou autres. Et comme mécanisme de coping ou d'adaptation, ils vont développer un hyperperfectionnisme. Donc ça peut donner l'impression de personnes qui n'ont pas du tout de déficit d'attention. Mais si on va rechercher un petit peu en détail, ils passent un temps considérable à ranger les choses, à que tout soit bien classé, etc. Parce qu'ils ont appris au cours du temps que s'ils ne le font pas, ils perdent des choses, ils oublient des objets, ils ne font pas les choses correctement. Et donc, le perfectionnisme ou l'hyper-rangement peut être un symptôme d'évolution du TDAH. Alors, il faut regarder dans l'enfance comment c'était, parce que généralement, ces enfants étaient complètement attentionnels. Et petit à petit, ils ont commencé à mettre en place des stratégies, on va dire, de rangement, de contrôle, de règles, qui peuvent aussi prendre beaucoup de temps, parce que ce n'est pas forcément très efficace chez l'adulte non plus. Donc, vous ne laissez pas piéger par ça, parce que ça peut être un mécanisme d'adaptation ou de coping. Donc, premier symptôme. Deuxième symptôme, c'est la difficulté à soutenir son attention sur des tâches ou dans des activités. Alors, c'est typiquement sur les tâches, évidemment, qui sont ennuyeuses ou rébarbatives. Alors, chez l'adulte, vous allez chercher toutes les tâches de type faire des impôts, payer des factures, ça peut être faire les devoirs avec ses enfants, par exemple, ou jouer. Moi, j'ai un patient qui avait de la peine, par exemple, à jouer à des jeux qui n'ont aucun but pour lui avec ses enfants. Donc, il ne jouait pas. C'est ennuyeux et il s'emmerde. L'autre chose, c'est évidemment aussi au travail, hein, tout ce qui est paperasserie au travail. Donc pour moi, ça va être typiquement taper des rapports pour les patients ou faire des rapports AI, mais vous pouvez imaginer plein de situations chez l'adulte. Généralement, ces tâches administratives sont accumulées, pas faites, remises au lendemain ou à jamais pour certains. Avec en corollaire, et à nouveau, mais ça vous l'avez chez l'enfant également, c'est la capacité d'hyperfocalisation sur des tâches plaisantes. On a des patients qui peuvent passer des heures à lire un livre passionnant, hein, parce qu'il y a des patients TDAH qui sont capables de lire des livres, au détriment de tâches administratives ou de tâches ennuyeuses. Alors chez l'enfant, ça va être surtout les jeux d'ordinateur, on peut imaginer, enfin, c'est ce qui est le plus prévalent chez l'enfant, c'est cette capacité qu'ont les enfants à être hyper concentrés sur des jeux d'ordi, être le champion local de World of Warcraft ou n'importe quel autre jeu d'ordinateur que vous imaginez, au détriment de 3 lignes à lire en français ou en allemand ou autre. Et ça, vous l'avez chez l'adulte pareil. Hein, on a des patients qui vont passer du temps dehors avec leurs amis ou des patients qui vont s'orienter essentiellement sur le sport ou l'activité sportive au détriment de la famille, au détriment d'autres tâches administratives. Et là, ils n'ont pas de problème à se concentrer. Hein. Donc, vous ne laissez pas piéger par ça aussi. Essayez de faire la balance des deux. Le troisième, c'est semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Alors, j'ai mis cet exemple ici. Vous le connaissez peut-être, c'est Vice Versa. C'est un dessin animé
où on a madame qui parle à monsieur des difficultés de sa fille, donc elle lui demande qu'est-ce qu'il en pense des difficultés de sa fille, c'est affreux, notre fille elle a des problèmes à l'école, etc. Le mari n'est pas du tout en train de l'écouter, il pense à son match de foot, donc il pense à autre chose. Et quand elle lui demande, mais alors qu'est-ce que tu en penses toi? C'est le désastre, il faut que j'invente quelque chose et je mens ou j'invente des histoires. Ça, vous l'avez souvent. Et c'est souvent le conjoint qui va se plaindre de ça. Donc vous pouvez aussi essayer de demander aux patients est-ce que votre conjoint ou vos amis se plaignent du fait que vous ne les écoutez pas, ou du fait que vous êtes parfois distrait ou que vous pensez à autre chose. Parce que le patient n'a pas forcément conscience de ça, hein. C'est-à-dire que ça le gêne peu, lui, finalement. Mais généralement, ça amène à des disputes conjugales assez importantes, d'où le nombre important de divorces ou de séparations conjugales chez les patients TDAH. Donc il faut essayer parfois d'avoir l'avis des proches qui peuvent vous dire mais moi, mon mari ou ma femme, quand je lui parle, elle ne m'écoute pas. Je lui demande des trucs, il oublie complètement. Moi, j'avais un patient qui me racontait que sa femme lui parlait dans la voiture. Donc lui, il était en train d'écouter la radio. Il pense à d'autres trucs, à son travail, etc. Sa femme lui demande des choses. Il ne l'écoute pas du tout. Il dit oui, 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 oui. Et il rentre chez lui et rien n'est fait. Et en fait, c'est ça. Lui oublie complètement ça. Et c'est sa femme qui me disait mais c'est affolant. Je lui parle, je lui demande des trucs et il ne fait rien. Il oublie complètement. Ou il commence quelque chose, il dit oui, oui, et il ne termine pas. Il a complètement oublié ce qu'il était en train de faire. Alors, ça peut poser évidemment un problème au niveau du travail, hein. Les patients TDAH ou une partie des patients TDAH vont avoir de la peine à exécuter des tâches parce qu'ils ne comprennent pas toutes les consignes. Donc, ils vont dire oui, oui, ils pensent à autre chose et ils ne finissent pas ce qu'on leur avait demandé. Donc ça, vous pouvez regarder aussi, est-ce qu'ils ont fait des erreurs ou est-ce qu'ils n'ont pas accompli des tâches qu'on leur avait demandées au niveau du travail. Ce qui peut parfois amener évidemment à des licenciements ou des problèmes dans la carrière, qu'elle soit professionnelle ou autre. Alors, ensuite, on a le fait de ne pas se conformer aux consignes ou de mener à terme des obligations professionnelles. Alors, c'est vraiment la procrastination. Enfin, on a deux items, grosso modo, qui se chevauchent un petit peu dans le DSM-5. Donc c'est souvent évite ou est réticent à s'engager dans des tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Alors ça c'est vraiment similaire à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure aussi, la difficulté à faire des impôts, payer des factures. Alors on peut le comprendre aussi parce que le TDAH, si on le conçoit comme un trouble qui est essentiellement une dépendance à la récompense immédiate, on comprend assez bien cette difficulté qu'ont les TDAH à faire des tâches pour lesquelles il n'y a pas de récompense immédiate. Il faut imaginer le TDAH comme une sorte de dysfonctionnement du système dopaminergique. Et la dopamine, c'est une sorte d'hormone du plaisir, et j'en ai besoin. Et je vais rechercher les TDAH, comme on peut imaginer que ça ne fonctionne pas bien au niveau du système dopaminergique, vont essayer de se nourrir artificiellement en dopamine en faisant que des choses qui leur plaisent, immédiatement, c'est-à-dire avec une récompense immédiate. Je n'ai aucune récompense immédiate à payer les impôts. Je suis que puni parce que je donne de l'argent à quelqu'un. Je ne suis pas capable de me projeter dans l'avenir et de me dire si je paye mes impôts à temps, je ne vais pas avoir des poursuites, je ne vais pas être embêté par l'administration, etc. Je n'ai une récompense en payant des impôts que dans 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. C'est le même principe quand vous essayez d'apprendre à un enfant à lire du français ou faire de l'allemand. C'est vachement important que tu apprennes à lire ton français et à écrire bien en orthographe parce que quand tu auras 20 ans et que tu chercheras un travail, si tu ne sais pas bien écrire, tu ne trouveras pas de travail à un enfant qui a 5 ans. Ouais, j'en ai un peu rien à cirer, entre guillemets. Moi, je préfère aller jouer à mon jeu d'ordinateur. C'est le même principe pour payer des factures ou payer les impôts. Ou n'importe quelle tâche administrative. Si on regarde, je n'ai aucune récompense immédiate, dans mon job, par exemple, à faire un rapport AI pour un patient. J'ai aucune récompense immédiate à faire un rapport pour un patient. Ce n'est que de la tâche administrative sans récompense immédiate. Évidemment, il y a une récompense qui est future, parce que si je fais bien mon travail et que je fais des bons rapports, j'ai un bon contact avec mes pairs, et finalement je suis considéré, et qu'au long cours, c'est un avantage important que de faire des jolis rapports et aussi rendre des bonnes choses à l'AI. Mais immédiatement, il n'y a aucune récompense à le faire. Et donc, essayez de penser au TDAH comme un trouble qui est essentiellement dirigé ou pensé comme une dépendance à la récompense immédiate. Alors, ça c'était pour la procrastination, évidemment c'est le symptôme attentionnel principal des TDAH.
Le déficit d'attention va aussi se traduire chez les adultes par des difficultés d'organisation et de planification des tâches. Alors c'est des gens, alors je ne vous lis pas les choses, mais c'est des gens qui vont avoir de la peine à estimer correctement le temps. Alors chez l'enfant, c'est plus difficile de l'évaluer, mais chez l'adulte, c'est vachement visible. C'est des gens qui arrivent souvent en retard, qui planifient extrêmement mal leur journée. Donc qui vont, moi j'avais un patient qui pensait que pour venir à ma consultation, un vendredi après-midi à 5 heures, il fallait grosso modo une demi-heure. Pas de souci. Vous habitez où? De l'autre côté de la ville. Vous pensez qu'en traversant le Mont Blanc à 5 heures, un vendredi après-midi, vous mettez une demi-heure pour venir chez moi. Il m'a dit, ouais, je vous assure. On a fait le test, il est arrivé, je crois qu'il est arrivé juste quand la consultation, l'unité fermait. Donc, il avait 45 minutes de retard. Donc le problème, c'est qu'il faisait ça avec toutes les tâches. Son estimation du temps était complètement déficitaire. Et dans une journée, il bouquait beaucoup trop de tâches. Il n'était bien évidemment pas capable de tout faire. Il était toujours à la bourre, toujours en retard, toujours à courir après le temps. Alors ça, vous pouvez le tester chez les adultes en leur demandant de chronométrer, par exemple, des tâches assez simples, comme prendre une douche. Combien de temps vous pensez que vous estimez que ça va vous prendre une douche, ou de vous brosser les dents, ou de faire le petit déjeuner, ou d'aller faire les courses en ville. Et vous serez surpris de voir, en leur demandant de chronométrer, d'estimer le temps, et ensuite de faire un chronomètre, de voir la différence entre le temps estimé et le temps réel passé par ces patients à faire les tâches. C'est souvent sous- ou surestimé. Alors, on a des patients de nouveau qui, comme mécanisme d'adaptation, ont réalisé, ont observé qu'ils sont toujours en retard, qu'ils n'arrivent pas à planifier, et finalement vont arriver 2 heures à l'avance à un rendez-vous. Hein, c'est un mécanisme d'adaptation qui est aussi peu efficace parce que je perds beaucoup de temps. Hein, donc moi j'ai des patients qui arrivent parfois 1 heure à l'avance au rendez-vous, puis ils vont tourner, puis ils vont aller boire un café, mais en termes de gestion du temps, c'est assez faible, c'est assez pauvre. C'est aussi des patients qui vont perdre beaucoup de choses. Hein. Le fait que j'ai toujours quelque chose dans la tête, que ça tourne tout le temps, que je ne suis pas attentif, fait que je pose mes clés ici, puis je vais faire autre chose et je ne sais plus où j'ai posé mes clés. Natel pareil, ou autre objet comme ça. Alors les Natel, les clés, c'est le truc classique. J'avais un patient qui perdait toutes les semaines son Natel. Alors il avait 18 ans, il habitait encore chez ses parents, et puis ses parents avaient commencé à racheter des Natel parce qu'ils ne le retrouvaient pas. Puis après, ils les retrouvaient évidemment 3 semaines après, donc ils se retrouvaient avec une quantité de Natel pas possible. Puis ses parents ont dit, bon, on arrête d'acheter des Natel, et puis il réapparaîtra bien à un moment ou à un autre. Mais le principe, c'est qu'ils ne portent pas attention à où ils posent les choses. On a des patients qui peuvent perdre leur voiture, donc ils ne savent plus du tout où ils ont posé leur voiture. C'était à quel étage dans le parking, je ne sais plus. Je ne le retrouve pas. Ah, c'était pas ce parking-là. Ah ouais, mais ils s'en rappellent le lendemain. J'ai un patient comme ça. Des patients qui vont perdre des choses qui sont parfois plus embêtantes, hein, comme des dossiers importants pour le travail et autres. Donc ça, il faut évidemment aller le chercher, puis leur demander est-ce que vous perdez des choses ou est-ce que vous avez des oublis importants. Aussi en termes de rendez-vous. Hein, c'est des patients qui vont oublier de planifier des rendez-vous et qui souvent n'ont pas d'agenda. Alors ça, vous verrez, hein, les patients TDAH, c'est des patients qui n'ont pas forcément avec eux déjà une montre. Moi, je n'ai pas de montre, mais c'est exceptionnel ce soir. Mais ils n'ont pas de montre et ils n'ont pas d'agenda. Et puis quand vous leur demandez, mais vous faites comment pour vous rappeler d'un rendez-vous? Ah ben, moi, c'est là. Je m'en rappelle hyper bien. J'ai dit, bon, ok, alors je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à 18h le mardi ou à 17h30 le mardi, et puis on va voir si vous vous en rappelez, et puis d'ici là, je vais vous donner un traitement et machin. C'est à quelle heure notre rendez-vous? Je sais pas. Ok, bah, il avait déjà oublié, enfin, c'est un exemple que j'ai vécu récemment, il avait déjà oublié l'heure du rendez-vous, mardi prochain, 17h30. Le problème avec ça, c'est que s'il ne le note pas, les patients vont vous dire, ouais, moi je m'en rappelle toute la journée, et je vais le noter quand je rentre chez moi. Donc on imagine c'est 9h le matin. D'accord, il rentre chez lui ce soir à 18h. Donc il faut déjà qu'il se rappelle du rendez-vous toute la journée. J'ai rendez-vous avec le docteur Perrault mardi prochain à 17h30. D'ici là, il rencontre un pote dans la rue qui lui dit écoute, mardi prochain à 5h, j'ai une monstre fête, etc. Tu viens? Ouais, pas de souci. Excellent. Puis il y a sa femme qui lui dit puis mardi prochain 17h30, on a rendez-vous avec les parents d'élèves. Ah, pas de problème, c'est bon, c'est là. Et finalement, il se retrouve avec 3 rendez-vous. Évidemment, c'est pas possible. Hein, alors ça, j'exagère peu là-dessus. Hein, c'est souvent comme ça. Hein. Donc, une des choses que vous pouvez faire avec les patients TDAH adultes, c'est déjà de leur dire d'acheter un agenda et de noter les tâches dedans et de porter une montre. Hein, les patients TDAH, vous direz, moi, j'ai pas besoin de montre, j'ai mon Natel. Pas de souci. Je regarde l'heure sur mon Natel. Ok, votre Natel, la batterie, elle tient combien de temps vu que vous jouez toujours dessus?
2 heures, 3 heures. D'accord, alors le reste de l'après-midi, vous faites comment pour voir l'heure? Ouais, mais moi je sais l'heure, je le sais intuitivement, il n'y a pas de souci. Je regarde les étoiles ou je sais pas quoi en pleine journée. Enfin, ça marche pas. D'accord? Donc vous devez regarder ça, puis le renseigner à utiliser un agenda, le renseigner à utiliser une montre. Les patients TDAH vont aussi vous dire très fréquemment, en tout cas chez les jeunes adultes, le Natel, ça sert à tout, hein. Ça sert aussi à se réveiller le matin. Mais alors vous gardez votre Natel avec vous à côté du lit? Bah ouais, mais quand il y a des notifications et autres, ah mais ça me réveille pas la nuit, il n'y a pas de souci. Ouais, laissez-moi douter de ça. Et puis, donc, il y a tout un apprentissage de la gestion du temps, etc. Évidemment, le patient adulte qui garde son attel à côté de lui le soir, ben, généralement, il va jouer avec son attel, il va regarder ça, il va s'endormir à 2 heures du matin, il va avoir un décalage de phase. Et puis, bon, c'est cool d'avoir le réveil sur le Natel, mais ce n'est pas forcément le mieux. Donc, vous pouvez aussi demander à vos patients d'aller acheter un réveil normal. Moi, j'avais même amené un patient, à ce qui était un jeune, il voulait absolument pas. Je l'ai pris par la main, il avait 16 ans. Et puis, je suis allé avec sa mère, et puis on est descendu à l'interdit discount en bas, puis on a acheté un réveil. Je lui ai dit, maintenant, vous mettez celui-là et vous arrêtez avec votre Natel. Voilà. Alors, évidemment, pas vous laisser piéger par elle. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est Suits. C'est une série d'avocats brillants qui sont probablement TDAH un peu, complètement hyperactifs, qui détestent faire les tâches administratives. Il y en a un qui est le héros de la série, qui a une secrétaire qui s'appelle Donna. I know everything. So Donna, elle fait tout pour monsieur de la série. Donc elle lui fait toutes ses tâches administratives au travail, mais pas que ça. Elle lui achète les fleurs pour ses copines, sa femme, elle lui agende ses vacances, elle lui fait... Donc évidemment, une personne comme ça, si vous lui demandez, vous avez des problèmes administratifs? Non, aucun problème administratif, moi je gère hyper bien. Vous avez des problèmes à la maison à gérer les factures, les impôts, etc. Aucun problème, tout est géré hyper bien. Alors si vous vous arrêtez là, évidemment, ce n'est pas un TDAH. Après vous demandez, mais c'est qui fait ça? Ah, mais c'est ma femme, c'est mon mari. Mais vous faites des factures, vous payez les impôts, vous faites... Non, moi, j'ai jamais fait ça, je déteste faire ça. C'est pour ça que je donne à ma femme, c'est pour ça que je donne à mon époux. Ou c'est pour ça que je donne à Donna. Évidemment, dans la série, il y a un moment Donna part. Je vous laisserai regarder ça, mais c'est un désastre pour le héros de la série qui est incapable de gérer son quotidien tant au travail qu'à la maison. Donc il a probablement un déficit attentionnel ou des difficultés à effectuer des tâches administratives et autres. Je vous dis ça, c'est un petit peu exagéré, pas tant que ça. Moi, j'ai pas mal de cadres dans des banques ou autres qui viennent en burn-out suite à des changements administratifs dans leur entreprise. Ou tout à coup, pour restructuration, en raison de difficultés financières dans l'entreprise, on a dû réduire les secrétaires, on a dû réduire le ou les secrétaires sans connotation de genre, ou les personnes qui travaillaient pour le haut cadre, et le haut cadre se retrouve à devoir faire des tâches administratives, et c'est un désastre. Il est absolument plus capable de faire son business ou de faire son travail comme avant. Donc ça, j'en ai quelques-uns comme ça, donc vous ne laissez pas chez l'adulte piégé par ça aussi. Alors, l'autre chose, c'est la distraction, mais ça c'est vraiment similaire à l'enfant, et les patients peuvent vous le dire facilement, c'est la difficulté à ne pas être distrait par les stimuli extérieurs. Je vois quelque chose, je suis dans une réunion, il y a quelqu'un qui passe derrière une vitre, je le regarde, je ne sais plus de quoi on parle dans la réunion. Dès qu'il y a trop de bruit à la maison, j'écoute le reste et je ne suis plus capable de faire les tâches que je suis censé faire. Ça, chez l'enfant, c'est la même chose. C'est l'enfant en classe qui va avoir de la peine à écouter le prof un peu ennuyeux, puis il y a quelqu'un qui joue dehors dans la cour, il va regarder les gens qui jouent dans la cour et il est absolument perdu. Parce qu'après, c'est quand même compliqué de reprendre le fil d'une conversation ou de reprendre le fil de ce que l'on était en train de faire si on a toujours cette distractibilité. À nouveau, le TDAH, on peut essayer de le comprendre comme une difficulté à inhiber des comportements ou à inhiber des pensées ou à inhiber des émotions. Il y en a certains qui ont évoqué que le TDAH est un trouble de l'inhibition finalement comportementale et émotionnelle ou cognitive. Donc c'est la difficulté d'inhiber quelque chose, d'inhiber une action, d'inhiber une pensée, d'inhiber une émotion. Et là, ça peut être aussi ça, la distractibilité, c'est que j'ai de la peine à inhiber mon cerveau ou à inhiber ma pensée pour qu'elle aille ailleurs, pour qu'elle regarde autre chose. Je ne suis pas capable de la focaliser et de lui demander de rester
sur une tâche. Donc ça peut être des stimuli extérieurs, mais ça peut être aussi des stimuli intérieurs, hein. Chez l'adulte, beaucoup de patients vont vous dire, mais moi, quand je suis dans une situation qui m'ennuie ou qui ne m'intéresse pas, je commence à avoir plein de pensées dans la tête et je pense à autre chose et j'écoute plus du tout ce qu'il y a autour de moi. Donc ça, c'est plutôt une distractibilité interne qu'une distractibilité extérieure. OK pour les symptômes attentionnels. Alors, on passe un peu aux symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité. Chez l'adulte, ouais. Ouais, alors allez-y. Voilà. Qu'ils utilisent des stratégies justement pour éviter d'être distraits par le moindre bruit et que du coup ils mettent un bruit de fond en fait. Alors, mais c'est tout à fait juste. Et du coup ils mettent, je sais pas, la télé, un bruit de fond, la musique ou quelque chose qui fait que du coup ils ne sont pas distraits par le moindre bruit. Totalement, c'est une très bonne remarque parce que c'est effectivement le cas. C'est un coping en fait. C'est un coping adaptatif en fait. Ils vont utiliser des stratégies pour se focaliser. Alors on a par exemple des patients TDAH qui vont, pour éviter de distraire paradoxalement, bosser dans des cafés. Par exemple. Parce qu'il y a un bruit de fond important et ils vont vous dire, moi je suis beaucoup plus concentré dans un café où il y a plein de monde qui passe mais qui ne viennent pas me distraire directement qu'à la maison où c'est très calme, mais dès qu'il y a le moindre bruit, je suis complètement attiré par ce bruit-là. Le fait de travailler devant la télévision ou le fait de travailler avec de la musique peut parfois être effectivement une stratégie adaptative. Alors la télévision est un problème en soi parce que finalement ça distrait quand même. Ils vont quand même écouter les voix et autres. Mais pour certains patients, on peut leur dire de mettre une musique généralement sans parole, une musique classique ou autre. Ça peut aider considérablement à la concentration. Parce qu'il y a une sorte de bruit de fond qui se passe. Alors après, il y a des bruits froids, enfin bruits chauds, je ne sais pas comment on les appelle, que certains patients mettent, qui sont des sortes de bruits de fond très légers, ou parfois des bruits aussi d'ambiance, hein, bruits de mer, bruits de forêt ou autres, qui permettent ou qui favorisent la concentration chez ces patients. Tout à fait juste. Merci de la remarque. Autre question sur les déficits attentionnels ou pas? Non? D'accord. Alors on passe à l'hyperactivité et l'impulsivité. Alors, l'hyperactivité et l'impulsivité, alors comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on va avoir chez l'adulte une intériorisation des phénomènes hyperactifs impulsifs. Donc on va plus retrouver ou rarement avoir des patients qui vont bouger tout le temps, se lever et se mettre sur une chaise ou sur un bureau, ou parler fortement et de façon complètement inappropriée en réunion. Ça va plutôt s'intérioriser sous la forme d'une sensation interne désagréable. Alors là, je vous ai juste mis les symptômes DSM-5, mais comme vous le voyez dans le DSM-5, ils ont mis en parenthèse parfois comment ça peut se présenter chez l'adulte. Et alors chez l'enfant, on va avoir cours ou grimpe partout, alors chez l'adulte, ça va quand même être relativement rare, hein. Le patient qui grimpe et court partout. Alors, chez l'adulte, cela peut se limiter à un sentiment d'agitation. Et vous allez avoir des patients qui vont vous dire, mais moi j'ai de la peine à rester tranquille. J'ai toujours besoin, c'est pas forcément qu'ils vont le faire, mais ils vont vous dire, moi j'ai toujours besoin de faire quelque chose. J'ai de la peine quand je suis chez moi à rester zen et peinard. C'est insupportable pour moi de rien faire. Ou dans des réunions, dès que ça devient un tout petit peu ennuyeux, ces patients vont vous dire, mais moi j'ai besoin de bouger. Ça me dérange. Alors ils ne vont pas forcément bouger, mais ça les embête. Et ça va évidemment favoriser le déficit attentionnel ou des signes manifestes d'ennui de ce type-là. Alors, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est souvent aussi des stratégies de coping qui vont être que j'ai besoin d'aller aux toilettes, même si ce n'est pas vrai, j'y vais, je sors et je vais aux toilettes. D'accord ? Ça me permet de bouger. Ou j'ai un appel important, excusez-moi, il faut vite que j'aille répondre. Pas forcément vrai. D'accord ? Donc on va avoir des patients qui vont trouver des stratégies comme ça pour éviter les situations ennuyeuses ou pour répondre à leurs besoins finalement de bouger. C'est pas très agréable, hein, parce qu'on a des patients qui vont vous dire, mais moi je me repose pas. Donc même quand je suis le week-end ou quand je suis chez moi, j'ai rarement des moments où je suis zen. Et au bout d'un moment, évidemment, c'est fatigant. Et ces patients peuvent développer des burn-out ou autres parce qu'ils ne sont jamais finalement en train de se reposer. Alors, c'est un peu aussi ça, hein, c'est la difficulté à faire ça, grosso modo. Un TDAH qui va vous dire, moi, j'adore passer 5 heures à la plage à rien foutre et à me détendre complètement.
c'est assez rare. Hein. Les patients TDAH, je vous dis putain, mais moi, au bout de 2 minutes, je m'emmerde. Il faut quand même qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Je sais pas comment ils font ces gens pour rester 4 heures à la plage tous les jours. Alors généralement, c'est pas trop problématique pour le patient adulte TDAH. C'est surtout un problème pour le conjoint. Qui va vous dire, mais moi, de vivre avec mon mari ou ma femme les week-ends, non mais c'est affreux. 7 heures du matin, on a déjà quelque chose, il faut aller courir. Ensuite, il faut qu'on aille amener les gosses à toutes les activités que mon mari ou ma femme elle a planifiées alors qu'ils n'ont pas besoin d'autant d'activités. Tous les week-ends, on a des invités. Et le dimanche, c'est la même chose. Et en vacances, c'est pareil. Quand on part en vacances, on a tous les musées et tous les sites archéologiques et machins à aller voir. C'est impossible de se détendre et de se reposer. Alors, c'est vrai que, de nouveau, hein, là, le conjoint est important parce que c'est eux qui vont se plaindre de ça. Ils vont vous dire, mais moi, j'en peux plus. Hein. Si ça continue comme ça, je le quitte. C'est insupportable. Donc, essayez de voir un petit peu comment c'est à la maison et comment sont les moments de repos chez ces patients. Parce que parfois, ça ne se manifeste pas forcément au travail, ou au travail, ça peut plutôt être une qualité, hein, de faire plein de trucs, et puis de travailler tout le temps, et puis de toujours faire quelque chose qui est parfois même assez apprécié par les patrons de certaines entreprises. Ce n'est pas forcément vachement apprécié à la maison par la famille. Hein. Y a même des enfants qui des fois se plaignent de leurs parents, et disent « mais moi, on n'en peut plus, hein. On est toujours à avoir 50 activités. Moi, je fais du tennis, du piano, du truc, du machin, en plus des cours. Mais des enfants, parfois, ils n'en peuvent plus. C'est aussi des patients qui vont avoir de la peine à faire une seule chose à la fois. Hein, le besoin, finalement, de bouger ou l'hyperactivité peut se manifester aussi par le fait, mais ça, c'est assez typique, hein, des patients qui vont vous dire, moi, je regarde la télé, mais en même temps, je suis sur mon attel, et puis je réponds aux mails sur mon ordinateur. Je suis incapable de juste regarder la télé et de me dire, même si c'est un peu ennuyeux, je me détends et je me relaxe. Non, non, ça c'est insupportable. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon attel, je prends un livre en même temps. Et généralement, c'est des patients qui ont de la peine à faire une seule chose à la fois. Mais ça, vous pouvez aussi demander aux proches. Hein, quand vous regardez la télé ou quand vous regardez une émission, est-ce que votre conjoint, il fait que ça? Ou il est en train de faire 10 000 trucs en même temps? Généralement, ils vont dire qu'il fait 10 000 trucs en même temps. Alors, l'autre chose, c'est que c'est aussi des patients, évidemment, comme ils font 10 000 trucs en même temps puis qu'ils bougent tout le temps, bah, ils sont assez perturbateurs. Donc, c'est des patients qui ont un lien à l'autre qui est parfois un peu agressif ou perçu comme agressif. Donc, ils interrompent les autres, ils s'immiscent dans la conversation. Ils vont, par exemple, typiquement faire du bruit dans une bibliothèque, alors qu'il ne faut pas faire de bruit dans une bibliothèque. Donc, ils vont commencer à répondre à leur téléphone et parler fort au téléphone. Ou dans les conversations, s'ils ne sont pas complètement impliqués dans la conversation, ils vont interrompre les autres et imposer leurs désirs, leurs choix, leurs souhaits et tout ce que vous voulez. Ils vont parler fort, hein, donc ils vont souvent avoir un décibel plus haut que... Alors, c'est pour autant qu'ils aient ces symptômes-là, évidemment. Hein. Ils n'ont pas forcément tous ces symptômes. Et puis, ils vont aussi avoir de la peine à... Ça fait partie de cette difficulté à inhiber certains comportements. Hein. Là, c'est à utiliser les biens d'autrui sans demander ou recevoir leur permission. Alors, c'est tiens, je t'ai pris ton ordinateur, mais tu ne m'as pas demandé de prendre mon ordinateur. Ouais, mais ça ne te dérange pas. Hein, c'est bon, je te le rends dans 5 minutes. Donc, c'est des gens qui vont perturber pas mal autrui, à la maison et au travail. À nouveau, le TDAH, lui, ça ne le dérange pas trop. Ouais, mais c'est normal que je lui emprunte son... Qu'est-ce qui fait une crise parce que je lui emprunte son téléphone ou son portable? Il n'a pas à gueuler comme ça. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont souvent anosognosiques de ces symptômes-là. Donc là, ça vaut de nouveau la peine de demander à autrui, mais c'est comment avec les autres? Il est tranquille ou c'est quelqu'un qui pose problème? Alors, évidemment, ça va se manifester par ces difficultés à respecter l'autre, grosso modo. Hein. C'est je parle à la place de l'autre, je l'interromps. Alors, pour ceux qui ont vu des patients TDAH adultes, je ne sais pas comment c'est chez l'enfant, mais chez l'adulte, c'est des patients qui peuvent parler, mais des heures et des heures dans l'entretien. Moi, j'en ai eu un qui est arrivé, alors je me rappelle hier, donc elle commence à me parler. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, je vais vous parler un petit peu. Moi, je viens parce que j'ai été envoyé par ma mère qui pense que j'ai un trouble déficit d'attention. Mais c'est vrai que mon frère a ça aussi quand il était petit. Puis ça me rappelle quand j'étais petit. Petit, j'étais à peu près pareil. Mais bon, c'est pas ça le sujet parce que là, je suis venu et puis c'est vrai que là, j'ai garé ma voiture en
vrac. Et puis si on peut faire l'entretien pas trop long, ce serait quand même cool. Mais toujours est-il que pour revenir un peu au déficit d'attention qui m'amène ici, j'ai pas toujours été comme ça, hein, parce que j'ai eu des épisodes de dépression et blablabla. Donc si vous les interrompez pas, vous pouvez passer 45 minutes d'entretien à avoir aucune information pertinente pour poser votre diagnostic. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors moi, ça m'arrive très souvent de dire stop, je vous interromps, et je vais me permettre de le faire souvent dans l'entretien parce que de toute évidence, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vous parlez beaucoup. Généralement, ils vont dire oui, on me l'a déjà dit. Mon mari ou ma femme m'a souvent dit ça. D'accord, alors pour pas qu'on perde du temps, puis comme j'ai qu'1 heure dans ce premier entretien, je vous propose, je vous interromps. Dès que vous partez un petit peu à gauche et à droite, je vais me permettre de vous redire stop et de vous interrompre. D'accord ? Et puis, finalement, le 9e et dernier symptôme, c'est la difficulté à attendre son tour. Alors ça, vous pouvez facilement détecter, c'est souvent les files d'attente. Hein, c'est les patients qui vont vous dire « mais moi, la file d'attente à la poste, c'est insupportable, je ne supporte pas ». Alors j'avais un patient qu'on avait, alors je sais, c'est un patient des groupes de TDAH, je ne sais plus qui c'est qui le suivait, mais une de mes collègues me racontait qu'il avait passé grosso modo 1 heure à la Migros à faire ses courses, donc caddie complètement plein. Donc déjà un temps considérable à la Migros, à la Coop. Il arrive, grande file d'attente. Oh non, je peux pas. Puis il voit la caissière qui a de la peine à trouver ses marques, une jeune caissière qui ne connaît pas bien. Il y a peut-être 3 personnes devant lui. Hein. Ça lui demande peut-être d'attendre 10 minutes. Il a laissé le caddie, il s'est barré. Et je peux pas. C'est insupportable. Je peux pas. Donc généralement, c'est des patients qui vont avoir des comportements d'évitement des situations qu'on pourrait appeler un peu anxiogènes, qui sont ces situations de file d'attente. Et on va les retrouver dans des stratégies de coping comme j'utilise le scooter de façon parfois dangereuse, parce que moi les bagnoles je ne supporte pas. Donc ils vont se faufiler à travers les voitures. Généralement le TDAH il est en scoot ou en vélo, en train de se faufiler, ou en moto hein, évidemment, ça en fait sourire 2-3, pour éviter les files d'attente et les embouteillages et autres qui sont insupportables pour ces gens. D'accord. OK pour les symptômes d'hyperactivité. Petite question, je fais un petit check. Enfin, là, c'était surtout l'hyperactivité parce que l'impulsivité, elle n'est pas très manifeste ici. Et l'impulsivité, on va la retrouver plutôt chez l'adulte dans un des grands domaines qui est actuellement un des grands topics de la recherche chez l'adulte, qui est la dérégulation émotionnelle. Donc, c'est la difficulté à réguler ses émotions. Beaucoup de patients TDAH, adultes, vont vous dire « Moi, j'ai de la peine à ne pas me mettre en colère. Les choses m'énervent et je gueule. Les choses me frustrent et je crie. » Ils vont pas forcément, alors c'est surtout la colère, mais pas que. C'est des patients qui vont vous dire aussi, moi j'ai une hypersensibilité, je suis très triste rapidement, ça fluctue vite, je vois un film triste et ça me fait pleurer. C'est normal ou pas? Je me mets facilement en joie et dès que j'ai des potes qui me stimulent un petit peu puis que je suis un peu content, ben je suis un peu trop exubérant. Donc il y a une forme de dérégulation émotionnelle assez bien décrite maintenant chez les TDAH qui peut ressembler un peu à la dérégulation émotionnelle des borderline sur certains aspects, mais pas complètement. Hein, c'est pas aussi dramatique que chez les borderline, mais c'est quand même quelque chose que vous devrez aller chercher chez l'adulte. Chez l'enfant, ça commence à être décrit aussi. Hein, et pour les cliniciens enfants, une des manifestations du TDAH dans l'enfance, c'est les crises de colère, c'est l'intolérance à la frustration, et finalement, on retrouve cette dérégulation émotionnelle de l'adulte chez l'enfant. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même s'entourer de l'avis des proches. Hyper important. Parce qu'une bonne partie des patients TDAH sont souvent anosognosiques de leurs symptômes, ne le reconnaissent pas comme un problème. Et là, je vous donne l'exemple qui était un exemple donné par Suzy Yang, qui nous avait donné cet exemple-là, d'un de ses patients. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai pu le constater que c'est effectivement le cas, et c'est souvent comme ça. Elle nous racontait qu'elle avait demandé une fois à un patient de lui raconter une soirée. Donc il y avait un couple qui était là, hein. Il y avait le patient et sa copine. Et le patient raconte la soirée. Puis il dit, bah, c'était une super soirée, hier soir c'était génial, on s'est marré. Franchement, moi des soirées comme ça, j'en refais des centaines. Il y avait tous mes potes, on a rigolé, on a bu, les discussions étaient hyper intéressantes, c'était fantastique. Suzy Yang se tourne vers la copine de ce patient, lui demande, mais votre avis sur la soirée, c'était quoi? C'était ça. Chaque fois c'est la même chose, parle,
parle tout le temps. Il est complètement bourré. Il parle trop fort. Il interrompt les autres. Il laisse pas la place aux autres. Franchement, si ça continue comme ça, on l'invite plus. D'accord? Donc, tous ses potes, sa copine et autres étaient d'accord là-dessus. Il est insupportable. Lui ne s'en rend pas compte. Donc, si vous n'allez pas chercher l'avis des proches, si vous devez coter symptômes d'hyperactivité, est-ce qu'il parle beaucoup, est-ce qu'il est exubérant et autres, vous cotez 0. D'accord? Si vous demandez aux proches, vous cotez plus que 1, vous cotez je ne sais pas combien. Okay? Donc, important de demander l'avis des proches. L'autre aspect chez l'adulte, évidemment, on fait du rétrospectif et c'est parfois difficile de se rappeler comment j'étais enfant. Et on a des patients, moi j'en ai eu un récemment dans un des groupes, qui ne se rappelait pas, c'est une patiente qui ne se rappelait pas du tout comment elle était enfant. Et on lui a fait une DIVA, qui est un des questionnaires d'évaluation du TDAH à l'adulte et à l'enfant. Et on lui a demandé, enfant, comment c'était? Est-ce que vous parliez beaucoup? Est-ce que vous avez des difficultés d'attention? Est-ce que vous procrastiniez enfant? On avait coté tout 0, pas de symptômes enfant. Je lui ai demandé les carnets scolaires, et les carnets scolaires, c'était similaire à ça. C'est le carnet scolaire d'une patiente qui est à peu près similaire. Mais bien qu'elle réussisse néanmoins son année avec une aisance certaine, le mal est encore et toujours son exubérante, lassante et perturbatrice. Elle n'est pas exempte de mauvais tours. Attitude horriblement négative à la leçon d'allemand. On ne dit pas « je m'en fiche » à un prof qui se donne la peine d'améliorer ton devoir d'allemand. Donc cette patiente, l'autre patiente, évidemment, elle avait un carnet scolaire similaire. Quand elle a vu son carnet scolaire, parce qu'on l'a regardé, pas celle-ci, hein, l'autre dont je vous parlais tout à l'heure, elle a pleuré en entretien. Elle a dit « mais je ne me rappelais pas que j'étais comme ça, enfant. C'est affreux. De relire ça, c'est affreux. Et mes parents, ils n'ont rien fait. » Et elle, c'est la même chose. Donc elle a été suivie en pédopsychiatrie. Elle a été mise en école spécialisée par la suite, traitée par du Risperdal, 0,5 puis 2 mg par jour. Personne ne s'était jamais donné la peine de regarder comment c'était à l'école. Je vous laisse imaginer, quand elle est venue, on l'a traitée, etc., elle pleurait aussi. C'était affreux. Donc, et ce qui est impressionnant, c'est que vous avez tous les critères des SM5 dans le carnet scolaire. Vous pouvez les cocher un à un. Vous pouvez presque ne pas voir la patiente. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein. Mais c'est juste pour vous dire l'extrême. C'est une histoire affreuse. Quand j'y pense, ça me fait encore mal au cœur pour elle. Donc Lisa a une bonne compréhension. Attention à ne pas bâcler son travail, doit être plus soignée, déficit d'attention. Lisa est toujours gaie, débordante d'idées, d'enthousiasme, parfois même un peu trop, hyperactivité, ne soit pas trop bavarde, interrompt les autres. Enfin, vous pouvez coter tous les symptômes dans le carnet scolaire. Demandez-les, c'est surprenant, les carnets scolaires. Les profs, c'est des stars pour poser des diagnostics de TDAH. Franchement, c'est dingue. C'est dommage parce que maintenant, je crois qu'ils font moins ça. Ils écrivent moins les remarques. Maintenant, ils font plus que les notes et autres. Et c'est bien triste pour nous parce que pour moi, en tout cas, c'est d'une aide indéniable, les carnets scolaires. Alors, ça, c'est comment poser le diagnostic. Évidemment, vous pouvez poser un diagnostic de TDAH uniquement si vous êtes capable, ou si on peut, exclure les comorbidités. Parce que tout ce que j'ai raconté comme symptômes peut être expliqué par déjà des diagnostics différentiels. Alors, il faut exclure le fait que ce n'est pas expliqué par une dépression. Hein, parce que si je suis déprimé et puis que j'ai de la peine à me motiver parce que j'ai plus d'élan vital, mais je ne vais pas prendre de plaisir à faire des tâches administratives. Je vais avoir des problèmes, évidemment, mais pas que. Je vais avoir de la peine à me concentrer. Si, par exemple, j'ai un trouble bipolaire et que je suis dans une phase hypomane, pas forcément maniaque parce que c'est relativement évident, mais si je suis dans une phase hypomane d'un trouble bipolaire, je vais avoir des manifestations de type hyperactif, je vais bouger beaucoup, je vais parler beaucoup, je vais interrompre les autres. Donc c'est vraiment important, quand vous faites un diagnostic chez l'adulte, d'avoir une certaine relativement bonne connaissance des autres troubles psy. Hein, parce que moi, j'en ai vu pas mal. Aussi des patients diagnostiqués TDAH ou c'est pas un TDAH. Trouble anxieux, typique. Hein, donc, patient traité par méthylphénidate, non-réponse au traitement, ça marche pas et autres, on le voit, c'est pas du tout un TDAH, c'est un trouble anxieux. Donc, le trouble anxieux, évidemment, va se manifester de la même façon. Je vais avoir de la peine à me concentrer, je vais avoir de la peine à porter attention aux choses, mais essentiellement parce que j'ai des anticipations anxieuses des événements et autres, et je perçois tout de façon négative. Donc il faut être assez fin clinicien chez l'adulte, parce que ce n'est pas toujours aussi évident qu'on peut le penser. Hein, j'ai eu des patients, là j'en ai eu un récemment,
dépression moyenne à sévère, avec peu de ralentissement psychomoteur. Il y avait plutôt une sorte d'agitation interne avec un sentiment d'anxiété et autres qui mimait un peu une hyperactivité. Le patient avait été traité par méthylphénidate sans succès évidemment, ça ne marche pas dans une dépression. Et puis c'était en fait une dépression assez sévère. Eleni qui était là, c'était la patiente que je t'avais envoyée avec le TOC et la dépression qui avait été diagnostiquée TDAH en premier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. TOC très sévère et dépression sévère, c'est vraiment une erreur diagnostique. Parce qu'en fait, vous ne traitez pas un trouble qui est aussi important. Donc c'est vraiment fondamental de connaître et d'être bien à l'aise avec les comorbidités. Troubles anxieux, troubles dépressifs et troubles bipolaires, on va dire, c'est un peu les 3 grands diagnostics différentiels, avec un autre qui me plaît particulièrement, c'est le trouble de personnalité borderline, qui est souvent négligé, mais qui est souvent pris à tort pour un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité, parce qu'on le verra pour ceux qui seront là la prochaine fois, et si ça vous plaît de m'entendre, que c'est pas si facile de faire la distinction entre un trouble de personnalité borderline et un trouble déficit d'attention et d'hyperactivité. Et puis vous écouterez le professeur Jean-Michel Aubry aussi sur le trouble bipolaire, où c'est à peu près les mêmes difficultés qu'on peut avoir entre le diagnostic d'un trouble bipolaire et le diagnostic d'un TDAH. Donc c'est vrai que ça doit être un diagnostic posé par un psychiatre. C'est quand même compliqué, à mon sens, dès que ça devient un petit peu trop comorbide avec d'autres troubles, de le poser si on est médecin généraliste. Parce qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances en termes de diagnostic différentiel. Pour les cas très simples, aucun problème. Après, dès que ça commence à devenir un peu complexe, ça vaut la peine quand même de demander juste l'avis d'un psy pour être sûr que, pour autant que ce soit un bon psy, parce qu'après, souvent le médecin généraliste est bien meilleur que certains de mes collègues psychiatres, que je ne citerai pas ici. Donc, mais ce n'est pas un diagnostic facile à poser chez l'adulte. Donc voici un petit peu les diagnostics différentiels qu'on peut avoir comme problème. Donc j'ai mentionné troubles de personnalité borderline, bipolaire, troubles anxieux. Les troubles du sommeil, hyper important comme diagnostic différentiel. Moi j'avais une patiente que, alors moi je me suis complètement planté. En l'occurrence, je l'avais diagnostiqué TDAH. Depuis, elle me racontait, ça fait depuis toujours que j'ai des problèmes d'attention, j'ai de la peine à me concentrer, j'ai blablabla. Enfin, je cotais tous les machins, 9 critères attentionnels. Elvance, enfin c'était pas Elvance, on a d'abord commencé par la focaline puis Elvance, puis ça marchait bien. Évidemment ça marche bien parce que ça réveille. Mais en fait, on l'a incluse par la suite, Eva, on l'avait incluse dans, qui est avec moi, Eva, dans l'étude sommeil. Et puis, enfin, on a une étude sur le sommeil. Et puis on l'a incluse dans l'étude de sommeil et puis on fait une polysomnographie pour s'assurer qu'il n'y a pas de trouble du sommeil. Et elle avait de monstres apnées du sommeil. Mais des apnées du sommeil, mais quasi toutes les demi-heures, elle faisait des apnées du sommeil. On a traité les apnées du sommeil, il n'y avait plus aucun symptôme attentionnel. Elle n'a plus eu besoin de focaline, d'Elvance et autres. Moi, elle n'avait aucune manifestation symptomatique la journée. Elle ne disait pas qu'elle était fatiguée. Elle ne mentionnait pas qu'elle s'endormait la journée. Elle n'était pas particulièrement grosse ou obèse avec ou un cou prédominant qui laissait penser qu'il y avait une apnée du sommeil. Mais en fait, c'était une apnée du sommeil sévère qui se manifestait par des déficits d'attention. D'accord ? Donc, pensez à ça, parce que moi, ça m'est arrivé une fois et je pense que ça peut arriver plusieurs fois. Et dans l'étude sommeil qu'on fait avec Eva, qui est ici, on a eu plusieurs patients où on n'avait absolument aucune suspicion d'apnée du sommeil. On les a adressés en polysomnographie et en fait, il y avait des apnées du sommeil très significatives qui péjoraient considérablement les déficits attentionnels. Donc, c'est pas à mettre de côté les problématiques liées au sommeil. Alors, vous pouvez aussi avoir les syndromes des jambes sans repos, le periodic limb syndrome, c'est le fait de bouger les jambes la nuit. Donc, essayez aussi d'exclure ça, ou si vous avez un doute, envoyez-les pour faire un bilan au niveau du sommeil. Ça vaut vraiment la peine. Et puis après, vous avez d'autres troubles organiques qui peuvent évidemment se manifester de la même façon. Carence en fer, hypothyroïdie, hyperthyroïdie et autres. Donc ça vaut la peine quand même de faire un bilan sanguin assez sommaire, mais quand même la peine de le faire, en tout cas chez l'adulte, pour exclure une cause organique des symptômes évoqués précédemment. Alors, il faut aussi penser aux autres membres de la famille. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un trouble qui a une forte héritabilité. Donc généralement, moi j'ai pas mal de patients qui viennent parce que leurs enfants ont été diagnostiqués récemment, et puis ils ont des questionnaires à remplir donnés par les... alors c'est souvent des
pédiatres, neuropédiatres, parfois les pédopsychiatres. Et puis en fait, ils remplissent les questionnaires avec leurs enfants. Ils disent putain, mais ça c'est moi. Ah tiens, ça c'est moi. Ah, mais ça c'est moi aussi. Ah, ça c'était moi enfant. Ouais, moi, je me reconnais là. Et ils vont discuter avec le pédiatre, neuropédiatre ou psychiatre. Et puis ils disent mais moi, si vous avez fait remplir ça, ouais, c'est vrai que ça me fait penser à mon fils ou à ma fille, mais je me reconnais vachement là-dedans aussi. Et généralement, ils viennent après me consulter. Et puis c'est effectivement un TDAH. Donc pensez aux membres de la famille, pas seulement aux, on va dire, aux enfants ou apparentés biologiques, mais aussi aux conjoints. Ça, c'est une très belle étude publiée en 2015 dans JAMA Psychiatrie qui vous montre le pourcentage de chances que j'ai tombé avec si j'ai un trouble bipolaire, avec quelqu'un qui a un trouble bipolaire ou un trouble schizoaffectif, enfin schizophrénie ou avec une dépression. Alors si j'ai un TDAH, j'ai grosso modo une chance sur 2 de tomber avec un TDAH. C'est un des troubles avec l'autisme spectrum disorder qui est... Alors les autismes, ils s'apparient entre eux, mais les TADA aussi. Donc généralement, si le conjoint vous dit « mais ce que vous me racontez, ça me fait penser à ma femme ou à mon mari », ouais, c'est possible. Donc pensez-y parce que ça peut arriver. Autre chose qui est très utile pour poser le diagnostic chez l'adulte, c'est les questionnaires. Donc utiliser des questionnaires, ça vaut la peine, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ça vous permet, c'est-à-dire que si vous voyez des patients qui arrivent pour des dépressions, des troubles anxieux ou autres, puis que vous avez déjà suffisamment à faire pour faire l'investigation sur la dépression et autres, que vous n'avez pas forcément le temps pour investiguer finement un TDAH adulte ou enfant, donnez des questionnaires, vous lui donnez ça, puis vous lui dites vous me ramenez ça la prochaine fois, c'est des questionnaires de dépistage, ce ne sont pas des questionnaires de diagnostic. Alors je vais vous montrer lesquels, où vous pouvez poser ces questions-là. Alors Coage, c'est un ou une auteure, je ne sais jamais moi, c'est une je crois, qui est une des spécialistes du TDAH chez l'enfant et l'adulte, qui a développé d'ailleurs la DIVA, qui est un des questionnaires que je vous encourage à utiliser, qui est gratuit et disponible gratuitement sur Internet, qui a proposé en fait 3 questions de dépistage avec une très bonne sensibilité et spécificité. Donc ces 3 questions sont: vous sentez-vous habituellement agité, nerveux, difficulté à rester tranquille, besoin de bouger les jambes, les mains, avez-vous besoin de faire beaucoup d'exercices ou d'être actif? Deuxième question, agissez-vous d'abord, réfléchissez-vous ensuite, dites-vous ce qui vous passe par la tête, dépensez-vous trop d'argent, êtes-vous impatient? Ou avez-vous habituellement des difficultés à vous concentrer, facilement distrait, ne pas finir vos tâches, facilement ennuyé, vous oubliez des choses, vous êtes désorganisé? Si oui à l'une de ces questions, et ou deux, enfin, ou en tout cas à l'une de ces questions, il y a la question subsidiaire, est-ce toujours ainsi? D'accord? Aussi loin que vous pouvez vous souvenir, êtes-vous comme ça la plupart du temps? C'est assez sensible et spécifique comme question, alors ce n'est pas diagnostic du tout, mais c'est un bon outil de dépistage, au même titre que l'ASRS, nous c'est celui-ci qu'on utilise, il n'y a pas que celui-ci qui existe, je vous propose celui-là, il est disponible gratuitement, je vous ai mis, si vous pouvez aller le voir sur le PDF, il y a le site internet où vous pouvez le télécharger, ou la VURS, qui est la Wender-Utah Rating Scale, qui est pour finalement le dépistage rétrospectif du TDAH dans l'enfance. C'est de nouveau avec une assez bonne sensibilité et spécificité, pour autant que vous n'ayez pas de trouble comorbide. Parce que s'il y a un trouble bipolaire ou s'il y a un trouble de personnalité borderline, on perd considérablement en spécificité et sensibilité à l'utilisation de cet outil, de même que l'outil précédent. On va avoir beaucoup de faux positifs en fait. Donc c'est des outils de dépistage vraiment, hein. Après il faut vraiment investiguer ça finement. Un outil qui est bien, c'est la DIVA. Après il y a plein d'autres hein, d'outils hétéro-questionnaires. Nous on utilise celui-là parce que c'est celui validé par l'OMS, qui a été traduit dans plein de langues. Il est de nouveau disponible gratuitement sur cette adresse-là, et il est disponible en application smartphone aussi. Donc ça peut être assez utile, vous pouvez utiliser des tablettes pour faire cette évaluation-là. Donc vous avez des questions pour l'âge adulte et des questions pour l'enfance. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au TDAH à l'adulte? Parce que ça a des conséquences graves. C'est pas un trouble juste fun, entre guillemets, hein. Ça a des conséquences assez dramatiques sur le parcours de vie de ces patients, au même titre qu'un trouble de personnalité borderline, au même titre qu'un trouble bipolaire, au même titre qu'un trouble anxieux, qu'un trouble dépressif ou autre trouble psychiatrique. Donc, déjà en termes de comorbidité, alors pas en termes de diagnostic différentiel, mais la plupart de ces patients, autour de 80%, vont avoir des comorbidités psychiatriques, essentiellement la dépression, troubles anxieux, mais aussi des troubles bipolaires, des abus de substances et des troubles de personnalité borderline. On le verra, ils sont rarement étudiés dans les études épidémiologiques, mais c'est quand même un
une comorbidité fréquemment retrouvée, et on en discutera la prochaine fois, chez les patients souffrant de TDAH. Il y a des conséquences sociales importantes. Ça, c'est vraiment pas à négliger. Déjà sur l'emploi, hein, ils ont 3 fois plus de risques d'échec à la fin du secondaire, et évidemment de ne pas avoir de job équivalent à quelqu'un qui n'a pas de TDAH. Accident, hyper important. 50% de risque d'accident de plus de la circulation, avec une conséquence non négligeable, c'est 2 à 3 fois plus de risque de décès que la population générale. Donc ils meurent 2 à 3 fois plus que la population générale, essentiellement en raison d'accidents de voiture. Donc, ou d'autres accidents du type risk-taking, activité sportive à risque. Criminalité, on en trouve beaucoup en prison. C'est des patients qui vont petit à petit développer des traits de personnalité antisociale sans qu'on puisse parler d'antisociaux. Mais évidemment, le fait de prendre des risques, le fait d'être impulsif, le fait de dire toujours ce que je pense et fait que petit à petit, ou d'avoir de la peine à réguler mes émotions, fait que je vais beaucoup plus facilement me retrouver dans des gonfles, entre guillemets, donc me battre avec quelqu'un, commettre des délits sur la circulation, ou etc. Et je vais souvent me retrouver en prison. Donc on a 25% des détenus, grosso modo, hein, mais parfois ça peut monter à 40% selon les prisons, ont un TDAH. Et puis il y a évidemment des risques familiaux, enfin ça a des conséquences familiales importantes, hein, comme vous pouvez vous en douter. On a 75% de plus de divorces chez les personnes TDAH que la population contrôle. Donc ça vaut la peine de traiter quand même et de le diagnostiquer parce que ça a des conséquences quand même importantes. Alors quels sont les traitements? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou pas? Non. Oui. Alors une fois que c'est là, ça ne va pas disparaître. Donc une fois qu'on l'a à l'âge adulte, ça perdure. On n'a pas d'études suffisamment bien faites pour savoir, par exemple, une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce qu'il y a un risque d'Alzheimer plus important ou pas? Les quelques études qu'on connaît, c'est non. Il n'y a pas plus de risque de démence chez les personnes avec TDAH qu'en population générale. Le reste, c'est que ça reste. Alors ça va être plus compliqué, évidemment, plus je vais vieillir. Parce qu'en fait, si je suis, par exemple, quelqu'un qui fonctionne de façon hyperactive en ayant toujours 1 milliard de trucs à faire, au bout d'un moment, mon corps ne va pas suivre. Donc je vais me fatiguer et je peux avoir un risque de burn-out. On a beaucoup de burn-out autour des 50, 40, 50 ans. Et puis à 60 ans ou plus, on va avoir l'apparition d'autres symptômes qui n'étaient probablement pas visibles auparavant. C'est le fait que les gens se retrouvent ensemble. Donc moi j'ai pas mal de personnes âgées, 70, entre 65 et 70 ans, à la retraite, et qui tout à coup découvrent leur TDAH, parce qu'ils se retrouvent à la maison avec le conjoint et ils ne supportent pas. Alors que ça marchait très bien au travail, parce qu'en fait ils n'étaient jamais ensemble, et ils ne voyaient pas leur fonctionnement. Et quand ils sont ensemble, tout à coup il y a plein de choses qui vont être mises en évidence à l'âge âgé, mais en fait c'est simplement le fait que ce n'est pas l'âge âgé, c'est qu'ils se retrouvent ensemble, et que le fait de vivre avec quelqu'un qui bouge tout le temps, qui parle tout le temps, qui interrompt tout le temps, qui a toujours plein de trucs à faire, qui perd des objets et autres, c'est insupportable et on le découvre à cet âge-là. Une partie des patients vont avoir peur d'avoir une démence ou autre, mais on peut relativement bien faire la distinction entre la démence et le... Parce que moi j'ai des patients qui sont venus pensant qu'ils avaient un TDAH et en fait c'était une démence de type vasculaire, avec des difficultés attentionnelles ou des concentrations, mais comme ça c'est apparu relativement tard, pas dans un changement environnemental particulier, c'est généralement la suspicion d'une démence. On fait des bilans, puis on voit l'élargissement des sillons avec des problèmes carotidiens et autres, et c'est plutôt une démence. Ça, c'est un diagnostic différentiel aussi de la personne âgée pour le TDAH. Donc là, l'historique est très important, parce qu'il y a une personne qui vous dit « moi, j'ai jamais eu aucun problème, enfant, adulte et autres », et c'est apparu récemment que j'ai des problèmes qui vont en se péjorant de concentration, d'attention, j'ai des pertes de mémoire et autres. Faites quand même un bilan à partir de 60, 70 ans pour une démence éventuelle, parce que ça vaut la peine de l'exclure et puis pas de traiter bêtement pour un TDAH alors qu'on a une grosse sténose carotidienne avec une démence vasculaire qui commence. Mais autrement, on ne connaît pas très bien le devenir au très long cours des patients adultes. Il y a peu d'études prospectives faites chez l'adulte. On a beaucoup d'études prospectives faites chez l'enfant. La plupart s'arrêtent vers 18 ans. On a peu d'études qui vont continuer après. Et on n'a pas d'études chez la personne âgée. Moi, j'avais la notion qu'il y avait plus de démence frontotemporale, enfin que les personnes qui ont un TDAH à l'âge adulte vont développer plus facilement de... Non, ça, il n'y a pas. Non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de plus haut risque de démence chez ces personnes-là. Donc,
On passe sur les traitements. J'ai encore du temps ou... Oui, Oui, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on traite chez l'adulte? Alors, j'aime beaucoup ce graphique parce que c'est toujours ce que je présente, mais pour vous montrer que ici, vous avez le pourcentage ou la prévalence de personnes traitées. C'est les études, évidemment, dans les pays nordiques où ils ont accès à tous ces grands registres en population générale. C'est des études faites sur 30 000, 50 000 sujets. Et ils vous montrent ici la prévalence des personnes traitées par méthylphénidate en population générale. Alors, on voit que, grosso modo, on traite très bien jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis à partir de 18 ans, on ne les traite plus. Alors qu'il y a 70% de persistance du trouble à l'âge adulte. Donc en gros, c'est un trouble qui disparaît à 16-18 ans. Ce n'est pas le cas. Donc on traite mal les adultes en gros, parce qu'on devrait être à peu près par là, en termes de prévalence de traitement médicamenteux de méthylphénidate, et ce n'est pas le cas. Je vous assure qu'en Suisse, c'est probablement pareil. Hein. On n'est pas meilleur que les Nordiques dans le traitement du TDAH. Donc ça vaut la peine de le diagnostiquer, de le connaître, pour essayer de monter un petit peu cette courbe-là. Et ça c'est le reflet aussi que vous allez souvent entendre, mais c'est un diagnostic à la mode, maintenant on le diagnostique et puis on ne le trouvait pas avant, on ne le cherchait surtout pas, parce que normalement on devrait être là, et effectivement, si on commence à s'y intéresser, on va en trouver et on va commencer à les traiter. Et on va augmenter cette courbe qui normalement devrait être là-haut. Là, elle est particulièrement basse, et c'est très certainement la même chose chez nous. Alors, que nous disent les guidelines internationaux? Les plus connus, c'est le NICE Guideline au UK, en Angleterre, et puis l'APA Guideline de l'American Psychiatric Association au USA. Alors, chez les adultes, alors je ne vais pas parler des enfants, mais chez les adultes, qu'on soit aux États-Unis ou en Angleterre, le premier traitement, c'est médicamenteux. C'est le first line treatment. Vous essayez d'abord les traitements médicamenteux avant les interventions de type psychothérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact très fort du traitement médicamenteux, et si ça marche, il n'y a parfois pas besoin de psychothérapie. Ce n'est pas forcément mon avis, mais en tout cas ce que proposent les guidelines. En tout cas, si vous n'avez pas accès à des approches psychothérapeutiques, en tout cas, partez sur le traitement médicamenteux. Ça vaut la peine d'au moins essayer les traitements chez ces personnes. Dans tous les cas, évaluer si le patient a besoin de continuer ou pas le traitement. Mais la première intention de traitement, c'est médicamenteux. Et ensuite, il y a les stratégies psychothérapeutiques. Les seules validées pour l'instant, c'est les approches cognitivo-comportementales. Il n'y a pas d'autres approches validées pour le TDAH. Alors, dans le cognitivo-comportemental, j'inclus la Mindfulness-Based Treatment, qui est une des approches validées pour le TDAH. Mais c'est toutes des approches essentiellement cognitives et comportementales qui fonctionnent pour ces patients. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme traitement? Alors, en première intention, les médicaments, et dans les médicaments, en première intention, c'est les psychostimulants, avec comme premier psychostimulant le méthylphénidate. On fait en deuxième intention, à l'intérieur des psychostimulants, qui reste une première intention, c'est un peu compliqué, mais la dexamphétamine, ou la liste desamphétamine qu'on a ici, qui est l'Elvance, pour ceux qui connaissent. Je vous passerai tout à l'heure un document avec la liste des traitements médicamenteux qu'on a publié dans notre unité. Donc, vous les avez ici. Donc, Ritaline, Medikinet sont les traitements donc ça, c'est ceux qu'on a en Suisse, à action immédiate. Il n'y en a que 2. Hein, on n'a pas de traitement à courte durée d'action qui sont validés chez l'adulte. Ça, ce n'est pas des traitements validés chez l'adulte. J'ai souligné en rouge les traitements qui sont reconnus et remboursés chez l'adulte par les caisses maladies. La Ritaline et le Medikinet ne sont pas remboursés. C'est dommage parce qu'on a des patients, des fois, qui ont une intolérance relative ou longue durée d'action, parce que ça impacte par moment leur sommeil et autres, et auraient besoin uniquement d'une courte durée d'action. Et les assurances sont parfois très réticentes à rembourser la Ritaline ou le Medikinet à courte durée d'action chez ces patients-là, alors que c'est parfois complètement logique. Mais bon, vous arrivez quand même à vous faire rembourser si vous écrivez des rapports un peu longs. Pour ceux qui sont un peu hyperactifs, c'est compliqué. Oui. Ouais. Au bout d'un moment, ils vont vous faire la remarque. Ouais. Oui. Non. On est d'accord. Généralement, voilà. Après, le prix est pas colossal, mais c'est parfois un peu quand même. C'est ok.
oui et non, ça dépend quel patient, parce que moi j'ai des patients qui ne sont pas forcément ceux que vous voyez, moi j'ai des patients qui sont parfois dans des situations très précaires, pour lesquels à 5 francs ou 6 balles sur une journée, c'est beaucoup d'argent. Donc ça dépend, mais je partage son avis évidemment sur la plupart du temps. Mais bon, toujours est-il que je le mentionne, c'est pas remboursé par les caisses maladie. Et vous avez des actions prolongées ou à longue durée d'action qui sont la Ritalinella OSR. Vous avez aussi le Medikinet j'ai oublié de le mettre, mais le Medikinet à longue durée d'action, il y en a d'autres, je n'ai pas tous mis. Ceux qui sont remboursés chez l'adulte, c'est la Focaline, le Concerta et l'Elvance, qui n'est pas du méthylphénidate, mais qui est de la lisdésamphétamine, donc c'est un dérivé amphétaminique. En deuxième intention, dans les guidelines, c'est la tamoxétine ou le Strattera, qui est aussi remboursé chez l'adulte par les caisses maladie. Et c'est une première intention s'il y a un risque de toxicodépendance. Donc chez les personnes qui ont une tendance, enfin chez lesquelles il y aurait un risque de détourner la substance à des fins addictives ou à des fins de plaisir liées à la drogue ou à la cocaïne typiquement, il faudra préférer le Strattera au lieu des psychostimulants classiques. À vous de voir. Moi, j'ai des patients qui ont des problèmes avec la cocaïne ou l'héroïne, chez qui je mets le méthylphénidate. J'en ai d'autres où, franchement, je me dis ça vaut vraiment pas le coup parce que je le sens pas et je lui propose la tamoxétine. Ça va demander une évaluation assez fine de votre part. Évidemment, chez certains, les psychostimulants vont avoir un rôle comme la méthadone pour l'héroïne, pour la cocaïne. Donc, on peut évidemment réduire une partie de la consommation de drogue ou de cocaïne par l'utilisation des psychostimulants. Ça demande une finesse clinique en fonction des patients qu'on voit. Peut être intéressant ou pas. La tamoxétine, moi j'ai des bons résultats chez certains patients, donc essayez-le. Ou en tout cas en deuxième intention chez d'autres patients chez qui on a eu pas mal d'effets secondaires sous les psychostimulants. Ouais. Ouais, non, ça c'est une obligation. Alors, l'Elvance, ouais, l'Elvance, c'est une obligation. On ne peut pas donner l'Elvance en première intention. Donc, elle ne sera pas remboursée. Donc, pour l'Elvance, il faut d'abord avoir essayé les psychostimulants type méthylphénidate avant de partir sur l'Elvance. La tamoxétine, c'est pareil. Donc, c'est des secondes intentions. Mais on peut tout à fait commencer par la Focaline et le Concerta, ça ne posera pas de problème chez l'adulte. Hein. Ouais. Cela c'est un inhibiteur de la recapture de la méthylphénidate, c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine. La lisdésamphétamine ou les amphétamines, c'est des inverseurs. Alors il y a aussi une partie d'inhibition de la recapture de la dopamine. Ça inverse aussi le transporteur de la dopamine. Donc ça fait un efflux à la place de la recapture. Et puis il y a à l'intérieur aussi des vésicules présynaptiques un effet de libération sur les vésicules intrasynaptiques. Donc la libération de dopamine par les amphètes est plus forte que par le méthylphénidate. D'accord ? Et puis la tamoxétine, c'est un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline. Peu d'action sur le système dopaminergique, il y en a un peu. Et à savoir que le méthylphénidate et la lisdésamphétamine ont aussi une légère action noradrénergique, mais c'est essentiellement dopaminergique. Donc c'est des mécanismes d'action qui sont relativement différents. Ceci augmente la dopamine, celui-là va augmenter la noradrénaline. D'accord ? Autre question ? Ouais. Le Strattera peut quand même être utile chez les patients avec des comorbidités plutôt dépressives ou anxieuses ou... Alors, chez les personnes avec une anxiété, c'est un traitement tout à fait de choix. Alors, dans la dépression, il n'y a pas d'évidence que ça marche comme antidépresseur. Hein. C'est un avatar de la riboxétine, pour ceux qui connaissent. Qui est un traitement qui a été retiré du marché parce que c'est un traitement essentiellement noradrénergique qui ne marchait pas pour la dépression. Donc il n'y a pas de rationnel à l'utiliser dans la dépression plus que du méthylphénidate. Par contre, dans les troubles anxieux, oui, parce qu'il y a moins d'induction de phénomènes anxieux sous Strattera que sous les traitements de méthylphénidate ou psychostimulants classiques. C'est la même chose pour ceux qui ont des troubles du sommeil, par exemple. On va avoir ici des problèmes avec le sommeil, alors que la tamoxétine est plutôt
un traitement qui va induire ou qui fatigue. Donc chez les personnes qui ont des effets secondaires sous psychostimulants, ça vaut la peine de passer sous Strattera. C'est une bonne remarque. Et puis en troisième intention, on a d'autres modalités de traitement. Donc les modafinil ou clonidine. Le modafinil, c'est le traitement pour la narcolepsie. Il y a quelques études randomisées contrôlées qui montrent l'efficacité du modafinil dans le TDAH. Ça reste vraiment pas validé avec une faible évidence, mais bon, ça peut être un troisième choix de traitement. Clonidine et guanfacine, c'est des inhibiteurs du récepteur alpha-2 noradrénergique central. En Allemagne, la guanfacine a été récemment validée comme traitement du TDAH sous le nom d'Intuniv XR, donc vous pouvez le faire importer en Suisse pour les patients ou en préparation magistrale, vous pouvez vous le faire faire. Maintenant, pas mal de pharmacies le font. C'est des traitements intéressants chez les patients qui ont soit des hypertensions artérielles, parce qu'à la base, c'est des antihypertenseurs. Donc, chez des patients qui ont une hypertension artérielle ou qui vont avoir comme effet secondaire une augmentation de la tension artérielle sous psychostimulant, vous risquez de l'avoir aussi sous atomoxétine. Vous pouvez partir sur de la clonidine ou de la guanfacine. Clonidine, c'est le catapréssant. Si jamais, c'est assez compliqué d'utilisation. Moi, je l'ai utilisé 2-3 fois. C'est assez chaud. Mais ça marche pas mal. Quand ça marche bien. Moi, j'ai des patients chez qui j'ai essayé, qui ont pu persister dans le traitement. Ça marche bien. La guanfacine, je viens de l'essayer chez une dizaine de patients. C'est assez bon. Beaucoup plus facile d'utilisation, avec beaucoup moins de risques d'hypotension artérielle massive. Donc, c'est des choix de traitement assez élégants pour des patients qui ont une hypertension artérielle et qui ont un TDAH. Et puis après, il y a d'autres alternatives encore. Alors chez les personnes qui ont une dépression, par exemple, pour répondre à votre question, c'était là derrière, pardon, le bupropion est une molécule intéressante parce que c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine, c'est un avatar de la ritaline, grosso modo, c'est le Velbutrin si jamais, qui était avant le Ziban. Donc chez des personnes qui ont une dépression et à la fois un TDAH, vous pouvez donner du bupropion parce que vous avez une action à la fois sur le TDAH et sur la dépression. L'autre, c'est les tricycliques, parce que tous les tricycliques vont avoir une inhibition de la recapture de la noradrénaline, une partie aussi une inhibition de la recapture de la dopamine, et donc ils vont augmenter également les niveaux de dopamine et de noradrénaline et vont avoir un impact aussi sur les symptômes TDAH. Donc, ça reste des autres alternatives si vous n'avez pas la possibilité de traiter par psychostimulant ou atomoxétine. Alors, l'idée générale, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est grosso modo réguler les niveaux de dopamine partant du principe, ou de noradrénaline, partant du principe qu'il y a une dysfonction de ces systèmes dans le TDAH, et c'est principalement ça qu'on va essayer de viser. Donc, en court-circuitant grosso modo le système dopaminergique interne ou noradrénergique interne, pour essayer de le mettre au milieu, pour avoir un optimal de fonctionnement, donc pas être trop hyperactif, donc trop de libération de dopamine ou pas assez, et avoir des déficits attentionnels. On suppose que le problème du TDAH, ce n'est pas simplement un hypofonctionnement dopaminergique, mais c'est le fait que ça oscille tout le temps entre soit un excès, avec une hyperactivité, un hyperéveil, une irritabilité et autres, ou un manque de dopamine, avec des déficits attentionnels, des difficultés à se concentrer, problèmes de motivation et autres, et en fait ça bouge tout le temps là, ils ne sont jamais là-haut, en fait au milieu. Et en fait en donnant des traitements psychostimulants, ou de l'atomoxétine ou autre traitement, on court-circuite en fait cette régulation autonome du système et on le fixe à un certain endroit qu'on estime être ici. Donc ça va demander un dosage assez fin de votre part, de commencer doux et puis de voir si on est trop ici, trop là, et puis essayer de réguler. Ça va être assez individuel pour chaque patient. L'efficacité est importante. Oui, pardon, j'ai pas vu, oui. Alors, pour borderline TDAH, l'atomoxétine semble être un choix assez élégant parce que il y a quelques études qui montrent que l'atomoxétine a un meilleur impact sur la régulation ou la dérégulation émotionnelle que les psychostimulants. Donc on peut imaginer que l'atomoxétine pourrait être un choix intéressant chez les patients comorbides borderline. Pour les bipolaires, ça va être les psychostimulants. Donc si on a une comorbidité bipolaire, TDAH, ça va être quand même les psychostimulants. Surtout qu'il y a pas mal d'études qui sortent maintenant montrant que
l'utilisation de psychostimulants dans le trouble bipolaire semble minimiser les phases maniaques et hypomanes, paradoxalement. Donc c'est pas si inintéressant, pour autant qu'on ait un stabilisateur de l'humeur sous-jacent. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord de traiter le trouble bipolaire et de mettre un stabilisateur de l'humeur, et ensuite, il ne faut pas hésiter à mettre un psychostimulant, parce que vraisemblablement, ça permet de prévenir une partie des phases hypomanes ou maniaques. De nouveau, sur quelques études. Hein. Ouais. Ouais, mais alors oui. Non. Non, parce qu'il n'est pas noradrénergique, ni dopaminergique. Si on part du principe que, enfin, toutes les études montrant l'utilisation, c'est un sérotoninergique, hein, assez pur, hein, le Brintellix, qui est essentiellement marketing, parce que c'est peu différent du citalopram ou autres traitements précédemment utilisés sérotoninergiques. Et toutes les études randomisées contrôlées faites avec l'utilisation d'antidépresseurs sérotoninergiques dans le TDAH montrent aucune efficacité des sérotoninergiques dans le TDAH. On n'a aucun intérêt à utiliser le Brintellix parce que c'est essentiellement un traitement sérotoninergique dans le TDAH. Même s'ils font la pub pour les symptômes cognitifs et autres, mais c'est beaucoup du marketing de boîtes pharma. Hein. Donc, non. Enfin, après, je ne l'ai pas essayé, hein, on ne sait jamais, ça demanderait une étude, mais on n'aurait pas de rationnel à faire une étude là-dessus, en tout cas. Ok. Alors oui, juste l'efficacité, c'est des traitements qui marchent bien chez l'adulte. Hein. On a un haut taux de réponse au traitement, comme chez l'enfant. Hein. C'est des traitements qui fonctionnent bien. 70% grosso modo de réussite clinique. Après, on a quand même 10 à 30%, c'est plutôt 30% quand même de personnes résistantes au traitement. Mais bon, ça reste un des traitements en psy pour lesquels vous allez avoir le plus de succès. Hein. Une fois que ça marche et que vous avez une réponse rapide, hein, parfois dans la journée même où vous l'utilisez, les patients vont vous dire ouais, mais c'était vraiment un bon traitement, quoi. Vous avez peu d'équivalents. Hein. Si on regarde le nombre de patients à traiter pour avoir une réponse, c'est de 2, hein, avec le méthylphénidate ou les psychostimulants, alors que pour les troubles de l'humeur, c'est 5 à 10. Donc il faut 5 à 10 patients traités par antidépresseurs, par exemple, pour avoir une première réponse thérapeutique, alors que pour le méthylphénidate ou autres psychostimulants, on est autour de 2. Donc ça vaut vraiment la peine de traiter ces patients-là. On prend peu de risques, on le verra, avec une efficacité quand même assez importante. J'ai encore du temps ou pas, Kendi? Oui. D'accord, ah oui. Oui. Ok. Je ne suis pas debout pour Non, c'est bien. Non, je te regarde, je pensais que tu étais debout parce que. Alors, c'est un traitement efficace. Il y a eu pas mal alors ça, c'est de nouveau des études chez l'adulte, hein, toujours. On a testé l'efficacité, évidemment, en regardant sur différents domaines touchés par le TDAH. Mais on voit qu'on a 100% d'efficacité sur la conduite. Donc, en fait, ça vaut la peine, surtout parce qu'on évite des accidents et on leur sauve la vie. Hein, parce qu'ils ont moins d'accidents et donc ils sont moins à risque de mourir. C'est intéressant pour l'obésité. D'accord, les patients TDAH, alors on imagine toujours l'hyperactif un peu fin et puis comme il bouge tout le temps, il n'est pas obèse. C'est un concept un peu faux, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les TDAH adultes vont petit à petit développer des comorbidités. Ils vont avoir de plus en plus de dérégulation émotionnelle et une façon de contrôler la dérégulation émotionnelle, c'est de bouffer. Donc c'est des patients qui vont manger beaucoup, qui vont prendre du poids, beaucoup ont des problèmes cardiovasculaires et on a beaucoup d'études qui sortent maintenant qui montrent, et c'est un des rares traitements en psy, où vous avez une réduction du risque cardiovasculaire avec un traitement médicamenteux. Ce n'est pas le cas des neuroleptiques, ce n'est pas le cas des stabilisateurs de l'humeur, ce n'est pas le cas des antidépresseurs et je crois que c'est un des rares en psychiatrie où vous avez plutôt un bienfait sur le risque cardiovasculaire au long terme. Ça vaut la peine de les traiter. Alors pourquoi sur l'obésité? Parce que ça coupe la faim. C'est complètement con, mais les gens ont moins faim et donc en fait ils vont perdre du poids, ils vont être plus fit, donc ils vont recommencer à faire du sport. Alors si en plus c'est associé à de la psychoéducation, puis vous les entraînez un petit peu, vous leur dites que le sport c'est important, etc., ben vous les rendez beaucoup plus healthy, en santé. Et puis l'autre phénomène, c'est qu'ils mangent moins parce qu'on améliore la régulation émotionnelle. Hein. Donc si le traitement marche bien, ils vont avoir moins de phénomènes de dérégulation émotionnelle, une meilleure régulation et donc moins tendance à vider le frigo quand ils sont mal. Donc ça marche bien. Ça a un bon impact sur le self-esteem. Ouais. Pardon, juste pour revenir au risque cardiovasculaire, mais quand même le heart rate est... Alors ça on le verra. Oui, il y a quand même on va le voir. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation un peu de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, qui évidemment a un impact
on est non négligeable sur le risque cardiovasculaire au long cours. Mais en risque-bénéfice, c'est-à-dire qu'entre hypercholestérolémie, overweight, donc le trop de poids, etc., et une légère augmentation de la fréquence cardiaque ou de la tension artérielle, en fait, le fait de diminuer le poids et de les rendre plus sains, quelque part, est largement supérieur à l'augmentation de la fréquence cardiaque ou de la tension artérielle chez ces patients, qui est relativement minime. Hein. C'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer. Donc ça vaut la peine quand même de les traiter. Puis après, on a plein d'autres impacts sur le self-esteem, le fonctionnement social. Évidemment, si je me mets moins en colère, que je suis plus attentif, que j'oublie pas tous les trucs à la maison, que je commence à faire les tâches administratives que je fais pas habituellement, que j'écoute mon patron qui me dit des trucs, que je lui gueule pas dessus tout de suite dès que je me mets en colère, ou n'importe quoi, ça va rendre ma vie quand même plus simple. Évidemment, ça aide au succès académique à l'Uni ou autre. Enfin, ça peut être n'importe où. On réduit les conduites addictives. Donc ça vaut la peine. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Chez certains patients, ça vaut la peine quand même. Par exemple, chez les personnes qui vont... on a des patients TDAH qui vont avoir pas mal de dépendance à l'alcool et qui boivent surtout le soir. Quand ils rentrent chez eux, parce que ça tourne dans la tête. Donc ils n'arrivent pas à se détendre. Et puis ils commencent à boire pour se détendre le soir. Et ils vous décrivent extrêmement bien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul moyen qu'ils ont de poser le système, et puis ça les permet de dormir. Vous les traitez, ils n'ont plus besoin de faire ça. Parce qu'en fait, ils n'ont plus le flux de pensée et autres, et petit à petit, ils réduisent la consommation d'alcool. Moi, j'en ai 2-3 qui sont assez spectaculaires par rapport à ça. Oui ? L'effet des méthylphénidates sur la performance académique ou l'obésité ou la conduite automobile, c'est très fortement lié au traitement de la maladie TADA, ou est-ce que c'est lié aussi à l'effet pharmacologique de la molécule? Est-ce qu'on sait ce qui se passe si on donne ça en moitié placebo, moitié traitement à toute une faculté, plein de baises non TADA? Est-ce qu'il y aura aussi un impact? Il y a probablement les deux. Hein. C'est tout à fait. Il y a probablement des deux. Donc il y a un effet. C'est clair que si on donne du méthylphénidate à petit dosage chez n'importe qui, on va avoir ces effets-là chez tout à chacun. Oui et non, hein, parce que chez certains, ça va les hyperstimuler, ou ils vont avoir des phénomènes anxieux qu'ils n'auraient pas en l'absence du traitement, parce que ça reste quand même des psychostimulants de type cocaïne. Mais on peut avoir effectivement ces effets observés dans une population contrôle. Après, chez eux, c'est particulièrement spectaculaire parce que c'est ça qui est surtout impacté. Donc on va avoir un effet à la fois contrôle-like et à la fois sur le TDAH. Donc chez eux, l'effet sur l'obésité, sur la conduite est beaucoup plus important que chez un sujet contrôle. Et puis après, on a plein d'autres effets, mais c'est une assez bonne question. Hein. C'est clair que le méthylphénidate va avoir un effet similaire chez tout à chacun. Hein. Mais bon, voilà. Ok. Donc ça, c'était pour l'efficacité du traitement. Et puis comment est-ce qu'on traite? Alors comment est-ce qu'on commence? Alors ce qui est conseillé, en tout cas chez l'adulte, mais chez l'enfant aussi, je crois, c'est de commencer par des libérations prolongées. Généralement, ça améliore la compliance médicamenteuse. Et puis on a un meilleur impact sur la journée. Donc c'est préférable pour les performances. On commence à un petit dosage. Généralement, on ne va pas commencer à, par exemple, du Concerta et du 18-27, on commence à du 18. On ne va pas commencer à du 54 mg de Concerta. Ça n'a pas tellement de sens. Il y a des patients qui répondent très bien à des petits dosages de méthylphénidate, comme il y en a certains où il faut augmenter à des doses assez importantes, parfois 100 mg d'équivalent de méthylphénidate, 100 mg d'équivalent de méthylphénidate chez certains patients. Faut toujours monitorer les effets secondaires avant et après l'initiation du traitement. Donc comme je vous l'ai mentionné, on utilise des proches pour le diagnostic, mais il faut aussi parfois leur demander leur avis. Alors plus particulièrement pour les jeunes qui sont encore à l'école ou autres, de demander aux proches, mais ça marche pas, c'est comment à la maison, est-ce que vous avez observé une différence? De nouveau, parce que les patients sont parfois anosognostiques de leurs symptômes ou ne reconnaissent pas une efficacité alors que le conjoint l'observe complètement et dit ouais mais c'est vachement différent depuis qu'il a un traitement. Et puis là vous avez des équivalents qu'on peut donner. On peut monter jusqu'à 1,2 mg par kilo chez l'adulte maximum, ce qui peut évidemment, hein, vous imaginez quelqu'un qui pèse 80 kg, on est en dessus des 100 mg de méthylphénidate. Hein. Donc dans les études américaines, ils vont même jusqu'à 120, 130 mg, c'est rare que j'aille si haut.
C'est pas forcément validé par Swissmedic, hein. Donc faites gaffe si vous avez des problèmes après parce qu'il y a quelqu'un qui fait un infarctus ou n'importe quoi sous 100 mg de méthylphénidate, vous n'êtes pas couvert, hein, parce que c'est pas du tout validé, vous êtes hors prescription du compendium. Toutefois, il y a certains patients qui ont besoin de 100 mg pour pouvoir fonctionner correctement, pour avoir une efficacité du traitement. Pour les amphètes, comme on l'a dit tout à l'heure, où la liste des amphétamines c'est plus fort, il y a une plus forte libération de dopamine, et donc les équivalents sont un peu plus bas. Ça c'est un guideline qu'on a fait, il est téléchargeable sur le site ici, je vais vous le faire passer tout à l'heure, je vous ai imprimé des guidelines de traitement chez l'adulte. Oui. Ça marche pas. Alors chez l'adulte, on n'a rien. D'accord. Chez l'enfant, oui. Il y a des études chez l'enfant pour les oméga 3. Il y a des études chez l'enfant pour l'activité sportive. Il y a des études, c'est alternatif entre guillemets. Il y a des études chez l'enfant sur l'éviction des colorants alimentaires. Il y a des études chez l'enfant sur l'utilisation de la caféine. Chez l'enfant, il y a beaucoup d'études qui montrent une efficacité. Après, c'est pas répliqué forcément, c'est pas des super bonnes études, mais bon, il y a quand même une évidence chez l'enfant. Chez l'adulte, on ne sait pas. On n'a pas d'études qui ont été faites. Non. Et l'autre question, c'est que souvent, les patients adultes que je rencontre prennent 6 cafés par jour. Ouais. 8, 12. Bon. Bon, ben, c'est un psychostimulant, hein. Donc on va avoir. Dans votre traitement, est-ce que vous parlez justement de cette addiction au caféine, Ouais. qu'il faut les sévrer parce que finalement, ils vont avoir aussi toute une histoire de... Alors c'est clair qu'il faut le diminuer parce que, enfin, ils l'ont utilisé probablement comme psychostimulant, hein. C'est un autotraitement parce que chez l'enfant, en tout cas, ça a été démontré, hein, ça marche dans certains cas. Chez l'adulte, il est fort probable que ça fonctionne aussi comme un psychostimulant à bas bruit. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est plein de on-off. Et puis, ça peut aussi impacter le sommeil parce qu'on a une demi-vie qui est relativement assez longue, en fait, de la caféine et qui va impacter le sommeil au long cours. Donc, il faut leur apprendre à sevrer ça. Mais on va céder, évidemment, les psychostimulants pour sevrer la caféine. Mais, ouais. Alors, pour autant qu'on observe... alors, je ne le fais pas systématiquement. Moi, je dois dire, je ne suis pas très bon là-dedans. Mais c'est vrai que ça peut être fait et ce serait plutôt à encourager à faire, hein, comme anamnèse. Alors, autre question? Ouais. Est-ce qu'il y a une habituation au traitement? C'est-à-dire, est-ce que ça plafonne à un moment donné? Il faut forcément augmenter pour certains patients Alors, la dose? Au début, on peut avoir n'importe quel plafond. Enfin, je veux dire, il y a des patients qui vont répondre à des faibles dosages, moyens ou hauts dosages. Parfois, l'effet s'atténue au cours du temps, hein. Donc, c'est possible qu'on ait certains patients qui vous disent « Moi, ça marchait bien à 18, mais au bout de 3 mois, ils vont vous dire « Mais moi, 18, j'ai l'impression que c'était pas mal au départ, mais maintenant, c'est moins bien. » Il faut juste voir s'il n'y a pas un contexte environnemental qui a changé, s'il n'y a pas une dépression qui s'est installée ou autre. Si ce n'est pas le cas, il faut augmenter le traitement. Mais c'est possible. Il y a quelques patients qui vont vous dire, et ce n'est pas si rare que ça, qu'au bout d'un certain temps, on a une baisse de l'efficacité de la médication. Souvent, ça apparaît plus tardivement, au bout de quelques années de traitement. Ce qui est recommandé, c'est de faire une pause. Donc de leur dire de ne pas reprendre pendant 2 semaines le traitement et de le reprendre après. Et généralement, ils retrouvent l'effet original. Ce n'est pas forcément le cas, et s'ils ne le retrouvent pas, il faut augmenter le dosage ou changer de molécule. Pardon, ça, je ne touche plus. OK? Alors, on a des... Oui, il y avait une question encore? Non. Oui. Juste attendez le micro parce que... 10 minutes? D'accord. Alors, peut-être... Dernière question, puis après je termine parce que je ne vais pas avoir le temps. Ouais. Non, je voulais savoir, pour des patients qui ont des comorbidités assez lourdes, est-ce que ça vous arrive souvent de voir des patients avec à la fois des psychostimulants et des antipsychotiques? Et alors, si oui, que pensez de ce mélange? Alors c'est possible, c'est, on va dire, assez rare quand même. On va avoir des patients qui peuvent avoir des antipsychotiques parce qu'ils ont eu à un moment ou à un autre des symptômes psychotiques, et on a clairement à côté de ça un TDAH. Alors,
la recommandation, c'est qu'il faut être vachement précautionneux si on a les symptômes psychotiques et il faut en tout cas garder le neuroleptique. Si on veut essayer d'améliorer le fonctionnement au quotidien, on est sûr de TDAH, on peut essayer vraiment à faible dosage pendant un petit temps à donner des psychostimulants, puis de regarder ce qui se passe. Puis d'augmenter petit à petit jusqu'à un dosage qui n'est pas trop important, toujours en gardant le neuroleptique. Mais on peut avoir un rationnel à traiter ça, dans le sens qu'on peut avoir vraiment les deux troubles. Et les études animales montrent que ce n'est pas forcément les mêmes zones cérébrales qui sont touchées par les neuroleptiques, qui bloquent les D2 essentiellement, dans des régions qui ne sont pas forcément les mêmes, où le méthylphénidate ou les autres psychostimulants vont agir. Donc il y a un rationnel biologique et il y a un rationnel clinique à traiter ces gens. C'est délicat. Moi, j'ai eu des situations vraiment limites de réémergence de symptômes psychotiques. Franchement, faut faire gaffe. Hein. Je ne vous le conseille pas comme ça en pratique courante, quoi. Hein. Ok, alors je passe vite sur les effets secondaires. Il me reste 10 minutes. Je vais juste vous dire qu'il y a des effets secondaires au méthylphénidate. Alors, les plus fréquents sont la perte d'appétit, nausées, céphalées. Pour les pertes d'appétit, faut essayer de donner des repas plus consistants à un moment de la journée où il y a moins l'effet du traitement, où ils ont moins les nausées. S'ils ne mangent pas à midi, c'est pas si grave que ça. Hein, donc vous pouvez soit fractionner, parce qu'il y a des patients qui vont complètement s'inquiéter. Bon, ma foi, si le traitement marche et autres, ils ne mangent pas à midi. Vous pouvez leur dire essayez de prendre une bricole quelque part à un moment dans l'après-midi, mangez bien le matin avant de prendre le traitement qui vous met la nausée, mangez beaucoup. À la rigueur, vous ne mangez pas à midi, il faut manger bien le soir. Mais il faut trouver des stratégies pour quand même qu'ils mangent si on a un gros impact sur l'appétit. L'insomnie, c'est parfois que le traitement est pris trop tardivement. Donc il faut essayer de mettre le traitement le plus tôt possible. Parfois, il faut utiliser des courtes durées d'action. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Parfois, les longues durées d'action, on a des patients qui ont une sorte d'efficacité du traitement sur 12-14 heures. Alors évidemment, ça impacte le sommeil. Donc on va leur proposer des courtes durées d'action. Il faut travailler l'hygiène du sommeil. Hein. Souvent, ils ont l'impression que c'est un effet du traitement médicamenteux, mais ce n'est pas un effet du traitement médicamenteux, c'est qu'en fait, ils ont une hygiène de sommeil qui est déplorable. Donc ça c'est pas rare hein, chez les patients TDAH, donc il faut leur retravailler avec eux l'hygiène de sommeil. Puis après, vous pouvez utiliser la tamoxétine, qui est très bien quand vous n'arrivez pas, malgré l'hygiène du sommeil, vous avez plein d'effets secondaires avec les psychostimulants, utilisez la tamoxétine. Mélatonine est une bonne option pour les troubles du sommeil chez le TDAH adulte, mais aussi chez l'enfant. Et la trazodone, c'est pas mal aussi, un Tritico 50 mg, ça peut être intéressant aussi, d'autant plus que le Tritico a aussi une action noradrénergique, donc vous agissez aussi sur le TDAH indirectement. Pour la labilité d'humeur, donc on peut avoir de l'irritabilité ou de la tristesse qui apparaissent sous traitement, ça existe aussi chez l'adulte, c'est décrit chez l'enfant et chez l'adulte également. Il faudra essayer de diminuer les doses, vous pouvez essayer de passer, si ça ne marche pas, à de la tamoxétine. Pour l'apparition de tics moteurs, verbaux et autres, faut soit diminuer la dose, soit partir sur ces alpha-2 agonistes adrénergiques, qui étaient la clonidine ou la guanfacine, qui marchent bien, ou essayer la tamoxétine pour lesquels il y a moins de tics verbaux ou moteurs. Et puis finalement, pour l'hypertension artérielle ou les palpitations, alors c'est à surveiller, ça c'est une des recommandations en fait, hein. Vous devez surveiller une fois par année chez les patients que vous traitez par psychostimulants la tension artérielle et le pouls. Il n'y a pas de nécessité de faire de CG, ce n'est pas des recommandations du tout des guidelines internationaux ni des associations américaines ou anglaises. On le fait que si on a des antécédents cardiovasculaires dans la famille. Donc si vous avez des antécédents cardiovasculaires dans la famille, donc il ne faut pas oublier de le demander. À ce moment-là, on fera un ECG, sinon il n'y a pas de nécessité à faire un ECG. Et si les palpitations ou la tension artérielle sont trop importantes, soit on diminue les doses, soit on part sur un autre traitement, atomoxétine ou clonidine ou guanfacine ou le bupropion ou autre traitement que j'ai mentionné tout à l'heure. Pour l'histoire des abus ou dépendance aux drogues, on s'est beaucoup posé la question de savoir si ces traitements favorisaient l'émergence de dépendance aux toxiques, surtout à la cocaïne et autres, mais il s'est avéré qu'en fait ce n'est pas le cas. Ça réduit plutôt la dépendance et l'addiction. Donc il y a eu beaucoup d'études, dont celle de Barclay ou de Whelan, ses collaborateurs plus récemment, qui ont montré qu'en fait ça réduit le risque de développer des troubles liés aux substances. Donc ça vaut la peine de traiter parce que vous aidez en fait ces patients à non seulement pas développer des addictions, mais en plus
vous aider à traiter ces addictions. Comme je l'ai mentionné, la tamoxétine, si vous avez trop de difficultés à gérer du méthylphénidate avec des patients addictifs, passez sur de la tamoxétine. Ça, on va passer sur la tamoxétine, qui est efficace à peu près de façon similaire au méthylphénidate. Ce n'est pas aussi équivalent, hein, c'est 50-60%, alors que l'efficacité du méthylphénidate est plus haute. Mais bon, c'est des traitements qui peuvent être très intéressants pour certaines populations, hein, qu'on a évoquées tout à l'heure. Il faut juste faire attention que la tamoxétine, au même titre que la liste des amphétamines, sont métabolisées par les CYP. Hein. Donc n'oubliez pas que l'Elvance a une interaction médicamenteuse aussi avec les CYP, ce qui n'est pas le cas du méthylphénidate. C'est normalement une dose par jour, ce n'est pas toujours le cas. On a des patients qui vont vous dire qu'ils sentent la fin de l'effet de la tamoxétine, et parfois il faut 2 comprimés par jour de tamoxétine pour couvrir l'ensemble de la journée. Intéressant parce que pas d'insomnie, pas de tic, pas d'induction d'anxiété. Ça, je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé l'anxiété, c'était vous de nous. Donc quand on a une grosse présence de troubles anxieux, la tamoxétine est un traitement intéressant. Et puis pas de risque d'abus, comme ça peut être le cas avec les psychostimulants. Donc c'est une première ligne de traitement s'il y a abus de substance. S'il y a une tendance à la labilité émotionnelle pour le trouble de personnalité borderline, ça serait une indication intéressante. Lorsqu'il y a de l'anxiété, alors on a mis dépression comorbide, mais c'est surtout parce qu'il y a la dépression anxieuse. Et puis si on a des effets secondaires évidemment sous psychostimulant, s'il y a des tics et s'il y a une insomnie. Les effets secondaires sont à peu près similaires, mais moindres que pour les psychostimulants. Donc on a aussi une perte d'appétit et nausées. Là, ce n'est pas l'insomnie, mais c'est plutôt la somnolence. Alors on a des patients qui vont mal supporter la journée, hein, qui vont vous dire « moi je suis fatigué, ça me fait dormir ». Donc vous pouvez tout donner le soir, et puis vous avez normalement une couverture sur 24 heures. Pas forcément le cas, mais en tout cas pour ceux qui vous disent « moi ça passe pas, je suis toujours crevé ». Donner le traitement le soir. On peut quand même avoir une hypertension artérielle, une palpitation. Si ça ne passe pas, il faudra envisager les autres alternatives médicamenteuses que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt chez l'enfant. Les idées suicidaires, ce n'est pas du tout décrit chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est décrit. Donc pensez-y. En tout cas, il y aurait une induction d'idées suicidaires en début de traitement. Il faut y penser et avertir les parents, en tout cas les personnes proches, que ça peut arriver, qu'il faut s'en inquiéter parce qu'il faut stopper assez rapidement le traitement si ça apparaît. Donc ça c'était pour les traitements médicamenteux. Il y a évidemment les psychothérapies aussi qui fonctionnent, je l'aborde très brièvement, mais on a différentes psychothérapies qui ont été développées pour l'adulte. Les seules vraiment validées sont les TCC, donc thérapie comportementale cognitive. Alors c'est de faible évidence, hein, ce n'est pas une efficacité spectaculaire, hein, on est loin de l'efficacité des psychostimulants et on n'a aucune évidence que ces traitements marchent en l'absence de psychostimulants. Donc c'est normalement un traitement qui vient s'ajouter aux psychostimulants pour améliorer la compliance, avoir une psychoéducation, essayer de travailler des stratégies que je vais pouvoir mettre en place à l'aide du psychostimulant et possiblement réduire les doses de psychostimulant, voire l'arrêter parce que j'ai appris des nouvelles compétences. Mais faire de la TCC sans psychostimulant, c'est quand même compliqué parce que c'est mettre un TDAH dans un cours très ennuyeux. Hein, donc il va avoir de la peine et puis c'est lui donner des tâches à domicile qui sont très chiantes, entre guillemets, et il ne va pas les faire. Donc grosso modo, vous vous retrouvez avec peu d'efficacité des TCC en l'absence de psychostimulants. Vous avez d'autres stratégies, dont celle que nous, on utilise, qui est la TCD, thérapie comportementale dialectique ou Dialectical Behavioral Therapy, pour les TDAH. Nous, on a fait un mélange des deux, de TCC et de TCD. C'est le livre qui est là, qui est disponible pour ceux qui le souhaitent à l'achat ici. Donc l'idée, c'est l'amélioration de connaissance du trouble, acquisition de compétences et puis d'autres phénomènes qui aident, je finis et je réponds, à améliorer le trouble. Voilà, merci de votre attention et je réponds aux questions.